Ce qui différencie les innovations technologiques utiles des hypes sans intérêt, c'est en partie la reconnaissance de leurs services par la communauté scientifique. Et concernant l'intelligence artificielle, on se devait de vous toucher quelques mots des prix Nobel de physique et de chimie, où la révolution technologique qu'est l'IA prend pleinement sa place. On va parler aussi de la révolution robotique annoncée en grande pompe par Elon Musk, qu'on va peut-être encore attendre quelques temps. Est-ce que ces annonces sont plus proches d'une conduite pleinement autonome ou plutôt des progrès remarquables de SpaceX ? On va parler de tout ça. Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes en octobre 2024 et c'est l'épisode 383. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Guillaume, comment vas-tu ? Ça va mieux là. J'ai été bien malade ces derniers jours. Donc si ma voix est éraillée, si je tousse, si je raconte des conneries, ce sera à cause de la maladie. Oui, on pourra se cacher derrière la maladie. Bon. De toute façon, désignez-vous si vous écoutez ce podcast en n'ayant pas été malade durant le dernier mois, parce que vraiment, c'est une hécatombe. Je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont au moins un rhume, voire plus si affinité. Si jamais vous écoutez cet épisode en étant malade, soutien, force à vous. On est là pour vous changer les idées aussi. On espère qu'on va y arriver. Petite question, Guillaume, juste avant d'accueillir nos nouveaux soutiens sur Patreon avec le tapis rouge. Est-ce que tu as réussi à entrer en contact avec Gemini Live ? Je sais que la semaine dernière, c'était un challenge que tu t'étais donné. Oui, c'était un challenge qui me paraissait vraiment prioritaire la semaine dernière, mais juste après, ça s'est révélé beaucoup moins prioritaire et j'ai pas du tout réessayé. Bon, alors donc, suspense pour la semaine prochaine pour savoir si tu es parvenu à parler à ton nouvel ami Gemini. Et en attendant, nos nouveaux amis, ce sont les personnes qui nous soutiennent sur Patreon et on va les citer donc. Laurent Bidet, Silmaël, Gabi, Thierry Lebourg, Schralus, Narkurn, Grégoire Sanquer, Richa et Alain Guéza. Alors j'ai fait un mix des personnes qui ont renouvelé leurs engagements ou qui ont fait même parfois un petit don, un petit pourboire avec le bouton PayPal en haut de techcafé.fr, ou les personnes qui nous soutiennent sur patreon.com/techcafé. Merci beaucoup de le faire. Vous le savez, le podcast, il est dispo pour tous gratuitement et il est financé par ses auditeurs. Et vous pouvez, en lançant, allez, tout de suite, immédiatement, là, vous pouvez le faire, votre navigateur, pendant que vous continuez à écouter l'épisode, vous faites-le tout de suite, parce qu'après tout, on va lutter contre la procrastination ensemble. C'est tout de suite qu'il faut agir pour contribuer à la hauteur de quelques euros par mois. C'est moins cher en plus que le prix d'un café par semaine. Bon, il faut dire que les cafés en terrasse ont un peu augmenté aussi. Et bénéficier en échange d'un abonnement que vous pouvez ajouter dans votre app de podcast habituel pour écouter les épisodes sans la pub. C'est même encore plus facile maintenant que vous pouvez synchroniser votre compte Spotify avec votre compte Patreon. Mais vous pouvez aussi en bénéficier partout ailleurs, comme dans les apps comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Et donc, pendant que vous écoutez cet épisode, on compte sur vous pour le faire tout de suite et nous soutenir et encourager la durabilité de ce podcast. C'est sur patreon.com/techcafé. On a plusieurs petites interactions à partager avec nos auditeurs. Juste avant, je voudrais refaire un coucou à Delta Coche. Alors en plus, j'avais dit que je mettrais le lien vers ses ouvrages dans les notes de l'épisode et j'ai mis quelques jours à le faire. Donc vous pouvez retourner sur techcafé.fr, puis je vais les remettre là, juste pour soutenir son travail. Donc il soutient Tech Café sur Patreon, mais il est aussi derrière des livres. Et en fait, donc j'ai reçu, et merci à lui de m'en avoir fait parvenir, un exemplaire de chaque. Ils sont magnifiques. Pour l'instant, je les ai pas lus. Par contre, j'ai parcouru l'ensemble des illustrations et c'est vraiment superbe. C'est pas du travail à base d'IA, en tout cas c'est ce qu'il dit, mais je suis tout à fait disposé à le croire. Il m'a donné des petits éléments sur son process créatif. En tout cas, hyper intéressant, très beau. Et donc, je vous réinvite à aller jeter un coup d'œil sur ces créations. Et j'en profite aussi parce que si jamais vous qui nous soutenez avec Patreon, vous avez des petites choses que vous voudriez mettre en avant et que vous voudriez qu'on cite dans le podcast, faites-le nous savoir et puis on pourra envisager de partager ça dans cette intro comme on l'a fait pour Delta Coche. On a des avis aussi qui arrivent toujours sur Apple Podcast, sur Podcast Addict. Et là, attention, c'est un avis qui est arrivé sur Apple Podcast du Royaume-Uni de Charlemagne, un comble. Il dit: un podcast fantastique qui traite de tous les aspects de la tech avec de l'humour et qui reste approchable. Mais attention, les Guillaume n'ont pas peur de plonger en profondeur dans quelconque sujet. Ils apportent un niveau de détail complet mais restent toujours accessibles. Vous pouvez aussi compter sur des épisodes bonus qui creusent encore plus sur des sujets spécifiques.
un vrai travail d'amour qu'on ressent. Le style est professionnel, mais avec une familiarité confortable, qui rend le podcast à la fois instructif et divertissant. Vraiment un podcast tech incontournable. Bravo les Guillaume. Merci à toi Charlemagne, ça fait très très plaisir. Vous pouvez aussi commenter les épisodes sur techcafé.fr. Il y a un article pour chaque épisode qui sort. Et puis, rendez-vous également sur Discord. Vous pouvez discuter entre vous et avec nous sur techcafé.fr/Discord. Et effectivement, Guillaume, tu as fait un peu ta vigie sur les interactions, notamment la rubrique réaction du serveur Discord. Alors, désolé Flo Bosso, j'avais manqué ta réaction. Tu as vu ça passer, toi Guillaume, parmi d'autres réactions d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, j'avoue que cette semaine, j'étais aussi moins dispo, surtout en fin de semaine, On te pardonne. pour regarder un peu plus que ça. Mais c'est vrai que voilà, oui, il y avait Flo Bosso, effectivement, qui... Alors, il faisait référence à un épisode de supplément dans lequel je parlais du gouvernement américain qui réclamait en substance un droit à réparer pour ses bateaux de guerre. Et Ouais. plus généralement, sans doute un jour pour tous ces véhicules militaires, parce que trouver un réparateur agréé et y aller comme ça en cas de conflit, c'est pas forcément pratique, ça peut être très coûteux, etc. Et donc Flo Bosso nous fait remarquer que dans sa boîte, ils font ça, ils permettent de réparer, et que du coup, eux, ça les dessert, parce que c'est difficile de passer derrière les réparateurs tiers qui font un peu ce qu'ils veulent, et il faut comprendre ce qu'ils ont fait, et mettre à jour derrière, c'est un casse-tête. Et franchement, je comprends, parce que ça doit être très chiant, c'est vrai que s'il n'y a pas de procédures standards Ouais. qui sont respectées, tout ça, bon, ça peut être pas évident. Après, le truc, c'est que personnellement, je suis attaché au droit à réparer, moi. Je pense que c'est très important, et donc je vais continuer à penser que ça devrait être la norme pour tout, quoi, du smartphone au porte-avions, pour de pouvoir réparer ces trucs. Et évidemment, dans le cas de matos militaire, c'est sûrement un peu plus compliqué que ça, parce que voilà, publier les docs et les plans en PDF sur le site du constructeur, peut-être pas Carrément. évident pour certains trucs, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est un monde particulier avec ses propres exigences, quoi. Mais pour être honnête, j'ai pas vraiment de réponse intelligente à donner là-dessus, quoi. Il y a un équilibre à trouver, j'imagine, hein, ça me paraît normal. Enfin, ça me paraît normal qu'une seule boîte ait pas tout pouvoir sur un produit qu'elle livre, quoi, tu vois, et pour tout à peu près. Surtout si ça pose des problèmes d'ordre stratégique aussi, parce qu'apparemment c'est ce qui était mis en avant par le gouvernement américain. Donc je sais pas. D'autre part, je comprends aussi que s'il n'y a pas de standardisation et que tout le monde fait n'importe quoi, c'est compliqué, ça pose des problèmes. Il y a besoin de secret aussi, donc voilà, faudra en discuter un peu plus avec des pros pour avoir plus d'arguments. C'est pas forcément non plus un dossier que je connais super bien, quoi, ce genre de trucs, hein, évidemment. Donc je sais pas trop. Voilà, Mais c'est difficile d'aller contrevenir à des valeurs ou à des convictions fortes telles que celles que, alors moi je partage, hein, mais celles que tu exprimes sur le droit à réparer, le droit à l'accès à la réparation. Et on peut toujours trouver des contre-exemples qui montrent que ça challenge un petit peu nos acquis, les fonctionnements actuels. Mais je pense que c'est important de se dire, OK, mais qu'est-ce qu'on peut trouver qui permettrait de garantir ces grandes valeurs et ces choses auxquelles on est attaché, tout en évitant évidemment de créer des problèmes. Il faut continuer à être inventif là-dedans, j'imagine aussi. Et ça doit être très difficile. Ça doit être des vrais challenges dans certaines industries, ça c'est clair. Oui, sinon il y a Bâton aussi qui nous parle des rumeurs de rachat d'Intel par Broadcom, et si Oui, ça doit influer sur l'achat d'un PC, parce que peut-être, apparemment il va changer de PC, je sais pas. Mais franchement, moi, j'y crois pas une seconde au rachat d'Intel par Broadcom, hein, parce que Intel, la filière conception de puces qui est visée là en l'occurrence, elle est pas à vendre. Et après, par derrière, c'est un cauchemar de licences à renégocier. Par exemple, Intel a donné des licences de longue durée à AMD pour faire du compatible. AMD est donc directement impliqué dans le rachat d'Intel. Ça serait aussi potentiellement bloqué par la FTC ou une autre autorité de la concurrence, parce que un rachat d'Intel par Broadcom, c'est énorme. Ça serait pas moins énorme qu'un rachat de ARM par Nvidia. Un rachat de ARM par Nvidia qui a été refusé par les régulateurs, hein. Donc je pense aussi qu'Intel ne va pas assez mal encore. Alors c'est pas la joie, hein, mais il garde de solides parts de marché dans les data centers, il a trouvé des clients pour ses Gaudi, bon. Et il serait même un peu en avant sur ses propres prévisions, hein, pour ses prochains process, dont le succès sera déterminant. Si ça marche, il sera peut-être dans le vert d'ici 2 ans. Si ça marche pas, par contre, si le 18A déçoit et que les puces continuent à passer à la concurrence, ça pourrait continuer à s'aggraver. On verra, mais pour le moment, seuls les besoins qu'on a, hein, pour une nouvelle machine et les deals qu'on peut avoir semblent pertinents, quoi, hein. Bon, de toute façon, au pire, il y a les Ryzen d'AMD qui sont très bien, voilà, quoi. et il demande faut-il attendre avant de changer son PC étant donné la situation Je pense. d'Intel. Vous l'avez compris, non. En tout cas, pas pour ces motifs-là. Après, si vous voulez en changer parce qu'il ne répond pas à vos besoins, let's go. Ou peut-être faites-le évoluer, mais effectivement, pas pour ces raisons-là, quoi. Et puis il y a Mika qui nous donne comme demandé des exemples où la vidéo serait utile pour Lens, pour Google Lens, hein, donc il passe à la vidéo, Ouais. donc la danse, les figures de skate. C'est quoi ce sport? Ou de quel film vient ce même, tu vois? Il a plus d'imagination que nous. Ouais, c'est vrai. Et bien joué à lui parce qu'on n'avait pas ça à l'esprit, effectivement.
Au passage, tiens, on parlait des PC, des processeurs Intel, etc. Juste un détail, Guillaume, comme on raconte un peu notre vie avant de parler de tech et de l'actu. J'ai testé ce week-end une Asus ROG Ally Z1 Extreme. Tu sais, c'est ces handheld PC, là, ces espèces de consoles style Steam Deck. Oh, mais quel enfer, le truc sous Windows 11. Mais, c'est tellement ingérable avec des fenêtres d'alerte. L'expérience de jeu est vraiment pas bonne. Et alors, les perfs sont pas ouf du tout, quoi. Vous imaginez pas que vous avez un PC gamer avec ça, parce qu'on est loin de quelque chose de performant. J'ai l'impression que Steam Deck, à la limite, on a déjà cet acquis que c'est pas une machine qui soit un foudre de guerre, qui va permettre de faire tourner un certain nombre de choses de manière sympa. Mais l'Asus ROG Ally, je suis hyper déçu. Mais bon, j'imagine que peut-être plein de personnes adorent cette machine-là aussi. Ça me faisait penser que je voulais un petit peu partager ce petit retour d'expérience. Guillaume, sans autre forme de procès, on va donc parler de l'actualité. L'actualité, elle passe par les prix Nobel. Alors non, vous n'êtes pas dans Science Café ou Podcast Science. Tiens, je leur fais un petit coucou aux équipes de Podcast Science. Mais on est bien dans Tech Café. Et oui, effectivement, il y a quand même besoin de parler des prix Nobel, Guillaume. Et oui, la semaine dernière, on a eu droit au Nobel de l'année, ceux de chimie de physique. Et bon, celui de physique a suscité beaucoup de réactions. Puisque les deux nominés, vous le savez sans doute, parce que vous avez déjà vu passer ça sur toutes les chaînes d'infos en boucle, c'est donc John Hopfield et Geoffrey Hinton, qu'on connaît déjà un peu plus, qui est d'ailleurs appelé depuis un petit moment The Godfather of AI, donc le parrain de l'IA, quoi. Donc ce gars est né à Londres et il a 76 ans. Et le saviez-vous d'ailleurs, Geoffrey Hinton, c'est l'arrière-arrière-petit-fils de George Boole. Et oui, celui de l'algèbre de Boole, les booléens, de vos variables, qui est connu globalement pour avoir établi la logique binaire, même s'il a fait d'autres trucs aussi. Et la femme de George s'appelait Mary Everest Boole, et c'était d'ailleurs elle-même une des premières à faire de la didactique mathématique. Donc elle est moins connue aussi, Mary Everest, que son mari, mais niveau contribution aux maths, c'est une boule qui n'est pas à zéro. Bref, auguste ascendance donc pour Geoffrey, ça y est, mais il a lui-même plus à rougir de sa contribution à la science, puisqu'il a, il a un Nobel, c'est vrai qu'il a un très très illustre grand-père. Ça claque. Mais, voilà, ça claque. Bon, après, c'est pas un concours, c'est pas un concours de boules non plus. Mais bon, bref, j'arrête. T'en as d'autres. J'arrête. Le truc, c'est que Hinton, pourquoi ça fait quand même couler beaucoup d'encre cette histoire, c'est parce que c'est pas un physicien. Alors, c'est quand même bizarre. Et bon, il y a bien une connexion, mais assez vite fait. Et donc, du coup, il faut revenir rapidement sur la carrière un petit peu de ces deux personnes. Alors, de ces deux personnes, il y a John Hopfield, qui est un vieux monsieur, il a 91 ans, il est né en 33. Il faisait déjà de la recherche dans les années 50. Donc il en a vu passer, il a travaillé sur l'apprentissage machine bien avant que ce soit cool, et aussi en physique. En fait, il débute même en physique, il travaillait sur les quasi-particules dans un cristal, ou au tout début, des champs de polarisation qui se comportent presque comme des particules, des quasi-particules. Donc en fait, il fait de la physique vraiment condensée, et de la chimie aussi, puis il va s'intéresser aux neurosciences. En fait, il s'intéresse au lien entre physique et neurosciences et essaie de voir l'apprentissage sous le prisme de phénomènes physiques. De voir ça comme un phénomène physique. Ça l'amène dès 82 à créer un modèle qu'on appelle aujourd'hui les réseaux de Hopfield. Les réseaux de Hopfield peuvent être vus comme un réseau de neurones binaire et fortement connectés entre eux, ce qui rend le réseau récurrent, partiellement. Mais bon, le réseau a une entrée et une sortie, et il peut en principe apprendre des choses complexes, comme, reconnaître un visage, reconnaître un visage qui ressemble à un visage qu'il aurait déjà vu, par exemple, reconnaître quelqu'un, compléter une image analogue à ce qu'il a vu, une image qui est partielle, il pourrait la compléter. Il a potentiellement donc une capacité de mémoire associative. Il associe des choses qu'il voit à des choses qu'il a déjà vues, ce genre de truc. Et comme d'habitude, la difficulté, c'est d'apprendre quelque chose à ce réseau. Et pour ça, Hopfield le voit plutôt comme un système physique, proche des systèmes de physique statistique, comme les modèles d'Ising, qui sont des modèles d'Ising, c'est des réseaux de spin. Alors, en fait, c'est quoi? C'est une sorte de réseau, comme une espèce de grille, très simplement, pour vraiment sursimplifier, une espèce de grille où tu as des valeurs plus ou moins 1 qui peuvent flipper comme ça, et qui sont plus ou moins couplées entre elles d'une manière particulière. C'est-à-dire certains petits sites, certains sites entre eux sont couplés, ils influent les uns sur les autres ou pas, et puis bon, on les laisse switcher un petit peu, donc on définit un couplage, on définit une configuration aléatoire initialement, puis on les laisse un petit peu switcher comme ils veulent, comme ça, puis ça dépend de la température, ça dépend d'autres facteurs extérieurs, et puis à un moment, ils vont switcher, puis ils vont trouver un équilibre, et cet équilibre dépend de ce que voit passer le réseau, et ça représente un état où il fait à peu près ce qu'on veut qu'il fasse. C'est quand il a appris ce qu'on veut. Donc un réseau de Hopfield peut être vu un petit peu comme ça, comme un truc, effectivement, qu'on laisse refroidir, qui switch de manière un peu sous l'influence de force physique, il switch, puis après, on le refroidit, puis en le refroidissant, il va atteindre un état particulier. Cet état particulier, c'est un état où c'est un état où il aura appris un truc.
Parce que comme en général, il y a un nombre immense de ces petits sites, de ces petits spins là qui peuvent flipper, on fait des stats dessus. Parce qu'on peut pas aller voir tous, donc on fait des statistiques et on cherche la tronche des distributions de probabilité dans l'ensemble des états qui arrivent à l'équilibre à partir de cette configuration aléatoire. C'est compliqué, oui, c'est compliqué, parce que sinon, ça ne vaudra pas un prix Nobel. Hein, comme disait Feynman. Si c'était trop couillon, ce ne serait pas prix Nobel. Bon, donc tous ces travaux de Hopfield ont nourri le domaine de l'apprentissage machine. Hopfield, c'est un mec qui a réuni des gens de milieux très différents, des physiciens, des neuroscientifiques, des mecs qui faisaient de la mécanique statistique, des chimistes, etc. Et Geoffrey Hinton lui-même, lui c'est un petit jeune, il a que 76 ans, et lui, il en a tiré de toutes ces idées-là, avec des collègues, un autre modèle de physique qui peut apprendre des trucs, qui s'appelle les machines de Boltzmann, qui, comme leur nom l'indique, partent aussi de principes de physique statistique, et voit aussi l'entraînement du modèle comme une sorte de minimum d'énergie à atteindre par un système ultra complexe, par un système physique super compliqué. Et d'ailleurs, il simule une procédure de refroidissement aussi progressif du bordel, là, comme ça, pour atteindre les phases d'équilibre. Alors bon, le lien avec la physique, il est là, et il n'est pas franchement énorme. Parce que ce ne sont pas des découvertes sur des particules, des champs, des phénomènes physiques réels, c'est de la physique théorique, qu'ils essayent d'appliquer à l'apprentissage machine. Et donc, c'est vrai que c'est un peu étonnant pour un prix Nobel de physique. Voilà, faut le dire. Surtout dans le cas de Hinton, quand même, qui est connu pour toute autre chose en réalité, parce qu'il a travaillé sur les machines de Boltzmann, mais en vrai, elles ne sont pas très utilisées en pratique, les machines de Boltzmann. Le vrai truc que Hinton a poussé et qu'il a utilisé absolument partout, c'est la rétropropagation. C'est un truc qu'il n'a pas inventé, mais qu'il a popularisé. Le concept de rétropropagation est apparu plusieurs fois en réalité. Mais c'est lui qui l'a popularisé le plus, entre autres d'ailleurs, et il a démontré sa viabilité avec AlexNet, qui est donc un gros réseau pour l'époque de reconnaissance d'images, et qui a un petit peu marqué le début de la révolution du deep learning. Donc la rétropropagation, c'est pas du tout de la physique, c'est des maths pures. Donc si les physiciens râlent, c'est un peu normal quand même, surtout parce que Hinton, en réalité, il a déjà été honoré par le prix Turing en 2019. Et c'est déjà pas mal d'avoir le prix Turing, tu vois, donc c'était vraiment nécessaire de le ressortir comme ça pour lui filer un prix Nobel. En plus, le cas de Hinton est particulier parce que il est désormais une sorte de porte-parole des doomers, ces fameux alarmistes qui pensent que l'IA représente un risque existentiel catastrophique à moyen terme, et qui est, disons, contesté parmi les experts quand même. Et donc, Doomer premier avait peut-être pas besoin de cette légitimité médiatique supplémentaire, je sais pas, franchement, bon. Donc c'est un choix qui est assez étonnant pour l'Académie Nobel, je trouve. Il n'y a pas déjà, il me semblait, en médecine notamment, je ne sais plus, il y a des prix comme ça qui ont été attribués à des types qui ont eu des choix un peu sulfureux ou des attitudes un peu sulfureuses. C'est assez régulier. Donc il faut prendre ça pour l'info. Qu'est-ce qu'on peut en déduire quelque part ? Est-ce que ça veut dire que ça permet de réinscrire ce dans quoi on vit aujourd'hui, l'intelligence artificielle et cette espèce de bouleversement dans une espèce d'historique de recherche et que là encore une fois c'est une manière de nous rappeler que tout ça n'est pas né en 2022 mais bien avant. Est-ce que c'est une manière d'interpréter ça ? Ouais. Je ne me risquerai pas à interpréter ça, à interpréter l'esprit des gens du comité Nobel. Je veux dire, il ne faut quand même pas déconner. C'est des gens très très intelligents, je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il que c'est vrai que ce n'était pas forcément la peine de filer Enfin, bon, il y avait peut-être d'autres gens à récompenser, je dirais. Qui n'avaient pas déjà été récompensés par ailleurs, tu vois, par exemple. C'est pas très équitable cette histoire. Bon, écoute, on va leur laisser la légitimité d'avoir décerné ce prix Nobel et puis on va parler d'un autre, c'est celui de chimie, Guillaume. Prix Nobel de chimie qui se concerne aussi l'IA, pour le coup, le choix est plus compréhensible. Il a été décerné à David Baker, John Jumper et Demis Hassabis. Alors, Demis Hassabis, il est très connu, c'est le PDG de DeepMind, on en a parlé plusieurs fois, je suppose, et John Jumper, en fait, il est aussi employé de DeepMind. Ils ont été honorés pour AlphaFold, qui est le logiciel de pliage de molécules, dont on a aussi, qu'on a régulièrement parlé. Régulièrement, voilà. Et David Baker, il fait partie de l'Université de Washington, et il a aussi développé un logiciel pour trouver des molécules qui se conforment à une forme particulière que tu lui donnes. Donc on a récompensé des gens qui ont fait des logiciels, ce qui est quand même pas forcément banal non plus, mais il faut dire que c'est des logiciels qui ont permis des avancées sur une des plus grosses problématiques de la biochimie en particulier, de la chimie en général, mais de la biochimie en particulier, c'est-à-dire quelle tronche a une molécule en fait. Parce que souvent, on a la formule d'une molécule, donc pas de problème, on sait précisément quel atome est lié à quel autre, comment, dans quel ordre tout ça va, etc. Le souci, c'est que ces atomes, des fois, ils vont attirer ou repousser les atomes environnants, de sorte que la chaîne, elle va bouger, se plier un peu dans tous les sens. Et puis, des groupes vont se rapprocher les uns des autres ou s'éloigner. Bref, c'est un énorme bordel. C'est un puzzle 3D hyper complexe. C'est un puzzle 3D d'une complexité monstrueuse. Et même si sur le papier, tout ça est calculable, parce qu'on a les équations pour tout ce truc, il n'y a pas de problème,
Le truc, c'est que c'est juste pas faisable quand on s'attaque à des grosses molécules. Ça prendrait des années ou des décennies sur des superordinateurs pour chaque molécule de savoir comment ça se plie tout ce bordel. Et ben, les grosses molécules, le problème, c'est qu'il y en a plein. Dans le vivant, il n'y a que ça. La moindre protéine fait des milliers d'atomes et leur fonction vient de leur forme. Si on ne sait pas à quoi elle ressemble, c'est mort. Donc tout progrès qui permet de savoir plus vite la forme d'une grosse molécule en 3D, c'est un progrès qui est très important en biochimie en particulier. Et c'est exactement ce qu'a fait AlphaFold. Après avoir vu passer des millions de formes de molécules, il arrive à deviner pas trop mal la forme d'une nouvelle, et ça très très rapidement par rapport aux techniques de calcul brutales qui simulent toute la physique. C'est pas parfait, PDA quoi, mais donc parfois AlphaFold se trompe, voilà, il y a peut-être des petits trucs, mais par rapport à ce qu'on avait avant, c'est quand même un grand pas, parce que même s'il faut vérifier ce que te dit AlphaFold, c'est mieux que rien avoir du tout, qu'avoir aucune information du tout, quoi. David Baker, il a travaillé sur le sujet aussi, d'ailleurs, il est à l'origine de Foldit, qui est une sorte de serious game coopératif, qui voulait crowdsourcer, distribuer comme ça un petit peu le pliage des molécules complexes, c'est un projet un petit peu plus ancien. Et puis après, il a adopté l'approche AlphaFold, et il s'est demandé, lui, de son côté, comment résoudre le problème complémentaire, finalement, de prescrire une forme de molécule. On veut trouver une forme qui a une molécule qui a une forme donnée, et on veut la molécule qui va dedans, quoi, en fait. Et c'est super important parce que la fonction dépend de la forme. Donc on demande en réalité une fonction particulière quand on fait ça. Par exemple, un anticorps qui va inhiber la fonction d'une protéine qu'on connaît. Et on donne ça au logiciel, et puis lui, il va mouliner, va donner la formule du truc. Et puis ensuite, on peut produire ça, puis on peut tester, etc. Et rien que ça, inhiber une protéine à la demande, ça peut amener à des progrès considérables dans des traitements de plein de choses, des nouveaux virus aux maladies génétiques, c'est vraiment très très large, quoi. Donc pour le coup, c'est vrai que le prix Nobel de chimie à DeepMind et au labo de Baker semble quand même plus justifiable, on va dire, que pour la physique. Bon, ça aurait suffi finalement d'avoir un prix Nobel pour l'IA en chimie, et en tout cas pour les personnes qui ont porté ces projets. Et puis effectivement, ça permet de mettre en lumière une fois de plus AlphaFold. C'est vrai qu'on en a parlé à plusieurs reprises. Si vous êtes un ou une fidèle de Tech Café, vous en avez déjà entendu parler à plusieurs reprises. Et là, encore une fois, ça illustre à quel point c'est important dans les progrès. Et effectivement, tu as raison, dans la médecine. Guillaume, tapis rouge pour l'intelligence artificielle, du coup, rendons leur hommage, applaudissons dès demain sans réserve, c'est ça? C'est assez marrant parce qu'il y a un énorme engouement quand même soudain là, pour l'IA du comité Nobel, et le choix n'est pas neutre en termes médiatiques et idéologiques, comme on l'a dit. Il y a une forme d'ambivalence, vraiment, puisque d'un côté, on admet que l'IA, que l'apprentissage machine a un potentiel énorme pour faire avancer la science, mais en même temps, Hinton est aussi un gros pessimiste quand même. Il n'a pas la position de tout le monde. Donc il y a beaucoup de controverses sur le sujet, et on passe dans le domaine un peu des convictions quand même, voire de l'idéologie. Alors Hinton extrapole volontiers les progressions de l'IA à l'avenir proche, et de fait se projette volontiers dans un futur où les IA sont super puissantes et meilleures que nous à tout. Il a dit, je cite, « J'espère qu'on m'écoutera plus quand je dis que ces choses comprennent ce qu'elles disent. » Merde. On peut le lire encore dans Fortune la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il entend précisément par là? C'est pas complètement clair, mais c'est pas anodin, parce qu'on rappelle aussi que Yann Lequin, de notre côté, estime que pour le moment, les IA sont pas aussi intelligentes qu'un chat domestique, et qu'il est explicitement en désaccord avec Hinton et Bengio, par ailleurs signataire aussi de la lettre ouverte pour un moratoire sur les IA, comme John Hopfield, d'ailleurs, donc co-Nobel de physique, on le rappelle. Est-ce que le comité Nobel a fait exprès de renforcer le poids médiatique de ce camp-là, des doomers? Comme on a dit, c'est difficile à dire. De toute façon, même chez les non-doomers, on se projette aussi assez facilement vers un futur où les IA sont tellement meilleures que nous qu'elles sont en position de nous sauver, carrément. On note par exemple le solutionnisme total, le solutionnisme technologique total et jusqu'au boutiste d'Eric Schmidt, quand même, qui disait à un sommet sur l'IA à Washington que de toute façon, on était foutu, on n'allait pas réussir à tenir nos objectifs carbone, et que donc, on va dans le mur, foutu pour foutu, parions tout sur l'IA. Construisons des data centers géants, des super ordinateurs immenses capables d'entraîner des IA super intelligentes qui pourront nous sauver de nous-mêmes. Elles seront tellement intelligentes qu'elles pourront nous donner les moyens d'avoir de l'énergie propre abondante et des machines ultra efficaces, retirer le carbone de l'atmosphère. Eric Schmidt veut que des intelligences supérieures nous sauvent de nous-mêmes. Donc en gros, il appelle les trisolariens à la rescousse, quoi, lui aussi, pour ceux qui ont vu ou lu le problème à trois corps. Il n'est pas le seul avec ce genre d'idée en plus. Bill Gates lui-même, et finalement tout ce que la Silicon Valley compte de PDG de grosses boîtes IA, Altman en tête, parce que Altman et Sutskever, lors d'une interview plus ancienne, envisageaient déjà un futur proche où on pouvait demander un chat GPT, quoi, globalement, vas-y, comment on peut capturer le carbone à peu de frais? Voilà, il réfléchit un petit peu, boum, et hop, ça y est, le monde est sauvé. Vous voyez, c'était pas compliqué. Je caricature à peine, c'est vraiment comme ça qu'ils l'ont décrit, quoi. C'est des positions qui sont effrayantes parce que c'est quand même un pari.
Et il est putain de risqué, puisqu'essentiellement, on mise tout sur une future hypothétique invention unique, voilà, l'IA, quoi. À quel point c'est de la com pour que les investisseurs continuent d'alimenter la machine à cash, c'est pas évident. Mais je pense qu'ils ont en plus une part de sincérité, quoi. C'est-à-dire plus ou moins grande, on va dire. Oui, Mais... c'est pas du cynisme absolu et pur, quoi. Il y a probablement non, mais une je forme de pense pas. Il y conviction a, là-dedans. il y a probablement de l'opportunisme et du cynisme plus ou moins chez certains, mais il y a aussi, je pense, une forme de foi. Et ça, il me semble assez bien illustré par ce long essai de Dario Amodei qui s'appelle quand même Par la grâce des machines. Enfin, Machines of Loving Grace, dans la langue de Sylvester Stallone. Et alors, je peux encore continuer Allons-y, là-dessus, même si enchaînons. c'est un peu long. Dario, c'est qui? Dario, c'est le PDG d'Anthropic, qui fait le chatbot Claude. Et donc, il est absolument pas neutre. Hein, il est parfaitement conscient de ça, il est transparent avec ça. L'essai est vraiment long, hein, et Dario s'efforce de dépeindre comment le futur pourrait devenir meilleur grâce aux IA. Les IA Donne peuvent... des exemples, enfin des domaines bien précis. Oui, il donne plein d'exemples. Les IA peuvent apporter beaucoup. C'est vrai qu'on en parle peut-être moins que du mal qu'elles peuvent faire, ce qui est peut-être un peu dommage aussi, hein, c'est vrai, parce que je suis en partie d'accord. Moi aussi, je pense que, à l'image d'AlphaFold, hein, par exemple, le deep learning et les IA variées qu'on mettra au point permettront des découvertes et des avancées significatives importantes pour la vie des gens, et je pense que c'est bien qu'on le souligne aussi. Oui, je pense que les IA vont avoir des effets positifs et vont permettre des innovations qui seraient plus compliquées ou impossibles à avoir sans. De ce point de vue-là, en fait, je suis relativement d'accord. Dario Amodei veut aborder un peu tous les sujets, et la biologie et la santé en particulier, les neurosciences, mais aussi l'économie, la politique, le travail, le sens de la vie. Et voilà, du coup, c'est pour ça que c'est très long, son truc. Et le truc, c'est que lui, il a un présupposé, et ce présupposé, c'est, comme d'habitude, un scénario de science-fiction. Ce qu'il faut admettre, c'est qu'on a réussi à produire une version de ChatGPT ou de Claude qui est plus intelligente que tous les prix Nobel du moment, sur à peu près tous les sujets. Et qui est capable aussi de faire des choses. En fait, c'est un agent qui peut utiliser Internet, des outils, s'interfacer avec des ordinateurs, des robots, prendre le temps qu'il faut pour résoudre un problème ultra compliqué, de A à Z, et le cas échéant, le faire en coopération avec d'autres instances de lui-même, comme ça. Donc en gros, sa vision, c'est comme si on avait une énorme équipe de super génies qui se trouvent par hasard habités dans un data center. Et il voit ça arriver potentiellement en 2026, à quelques années près. Bon, ensuite, il imagine ce qui va se passer dans les 5 ou 10 ans après l'émergence de ces trucs. C'est pas loin, 2026 en plus. Hein. Ah, mais c'est... Bah écoute, ça concerne la décennie 2030, quoi, globalement. Donc autant dire que c'est tout proche, en réalité. C'est la décennie, il parle de la décennie 2030, quoi. Après, il faut qu'il ait raison. Et là, c'est pas gagné non plus. Mais bon, même si c'est pour 2040 ou même 2050, ça concerne quand même, je sais pas, vos enfants, vos petits-enfants. Est-ce que c'est possible tout court? C'est une autre histoire, mais bon, voilà. Donc, Dario, lui, c'est un ex-biologiste. Et c'est encore la partie qui est la plus riche et la plus crédible, la biologie, parce que voilà, on sent que c'est un peu plus son dada. Pour le reste, c'est moins clair. D'ailleurs, pour l'impact sur le marché du travail, si on résume vraiment, il dit qu'il n'en sait rien, qu'il ne sait pas vraiment comment ça va se passer, et qu'il ne sait pas non plus comment s'adapter, voilà, même s'il y a eu des disruptions majeures par le passé, et qu'on s'en est sorti, donc on s'en sortira. C'est plus ou moins ce qu'il dit. Hein. Sur la biologie et la santé, il s'appuie sur les récents prix Nobel et extrapole en imaginant une équipe de super génies qui ferait des recherches et qui permettrait de faire des découvertes plus vite. Et ça aussi, c'est son dada, il veut compresser le siècle. C'est comme ça qu'il voit les choses. Les découvertes... C'est difficile de le contredire là-dessus, surtout compte tenu de ce qu'on a dit juste avant, forcément. Mais c'est ça, sauf que lui, c'est pas avec des IA spécifiques. Lui, c'est carrément avec des IA généralistes super puissantes qui seraient des chercheurs à part entière, des super chercheurs complets, quoi. Tu vois, vraiment, c'est vraiment ça, quoi. ChatGPT, mais il serait un super chercheur complet, un prix Nobel dans le ChatGPT, quoi. Et bon, là, évidemment, c'est Noël, hein. On guérit pratiquement tout, du cancer aux maladies infectieuses, on guérit aussi bien les maladies physiques que mentales. On peut faire des trucs qui plairont aux gens qui s'intéressent à l'éthique, puisqu'on peut aussi scanner les embryons et les sélectionner, sur des critères complexes, manipuler les émotions, etc. Bon, écoute, c'est l'ASF. Hein. Et bien, un côté intéressant, parce qu'il dit qu'en biologie, il y a relativement peu de découvertes qui sont ultra majeures, et qui, elles, par contre, déverrouillent ensuite d'immenses pans d'applications et d'autres recherches. Et elles sont aussi parfois plus ou moins accidentelles, ou mal financées, ou mal considérées avant. Il va citer CRISPR, les vaccins ARN, des trucs qui s'appellent CAR-T, l'optogénétique, etc. Et bon, on pourra vivre jusqu'à 150 ans, etc. Et puis bon, on aura des cerveaux artificiels, donc ça on comprendra aussi mieux comment fonctionnent les nôtres de cerveau. Et tout ça. Pour ce qui est des aspects économiques et politiques, Dario essaie de pas être trop naïf, et il admet que de toute façon, politiquement, voilà, les IA, elles vont bon, alors, lui, il dit qu'elles vont doper les économies, que ça apportera tellement de richesses que ça tirera le monde entier vers le haut, quoi. Mais il faut que les démocraties libérales soient les leaders en IA, parce qu'il sait très bien que les IA, ça peut avantager aussi bien les méchants que les gentils, quoi.
Et donc, il ne faut pas laisser les super génies aux méchants. Il faut que les super génies soient que pour les gentils, c'est-à-dire nous, hein, globalement. Enfin, non, eux, c'est-à-dire les États-Unis. Donc, les États-Unis ont raison de priver la Chine de matos et de financer le secteur à mort, hein, pour, évidemment, voilà. Et ça arrange pas mal Anthropic, d'ailleurs, au passage, bien entendu. Alors, il dit à ce sujet, en fait, que ça permettra pas de dépasser les obstacles humains qui vont rester, notamment les sujets relatifs à la corruption, etc. Non, c'est vrai. Après ça, il sait très bien que, voilà, bon, il est clairvoyant. Il essaie d'être, voilà, de ne pas être trop naïf. Bon. Ouais. Il est conscient d'ailleurs que, tout le monde peut utiliser les IA et que les régimes autoritaires pourraient l'utiliser même de manière encore plus forte que les autres. Alors, ce qui est assez marrant finalement, si on résume un petit peu tout ça, c'est que cet essai de Darius, finalement, c'est que ce qui est marrant, c'est qu'il commence en disant qu'il veut pas sombrer de la science-fiction cyberpunk et qui finit justement par citer une autre grande œuvre de science-fiction qui est le cycle de la culture de Hein Banks. Et c'est finalement un bon résumé de beaucoup d'idées et de beaucoup de points de vue, de beaucoup de cette ambivalence qu'on a aussi quand même pas mal dans la Silicon Valley et puis au-delà, bien entendu. Hein. C'est-à-dire qu'on oscille entre le cyberpunk, qu'on ne présente plus, hein, mais qui est donc une vision dystopique du futur, et la culture, avec un grand C, qui est donc l'univers de Hein Banks, qui est lui une version turbo-utopique du futur. Alors la culture, c'est une civilisation de l'abondance pour tous. C'est post-pénurie, c'est-à-dire l'abondance en tout, en matériaux, en énergie. Tout le monde est égal. Humain, alien, IA, la culture s'étend sur la galaxie entière depuis 10 000 ans. Il n'y a plus de maladies, il n'y a même plus de morts, en fait. Ce sont les manteaux qui administrent tout ça, et les manteaux, c'est des IA surpuissantes et bienveillantes. Et donc la culture, c'est une sorte de point de convergence de la civilisation où tous les problèmes, les limitations seraient résolus et dépassés. Il y a vraiment une utopie technologique totale. Et donc on est vraiment dans, on va dire, le polar opposite, quoi, l'opposé complet du cyberpunk. Mais ça reste de la science-fiction quand même. Hein. C'est ça qui est assez rigolo. Alors, voilà, on a la version culture. Cette version culture du futur est peut-être possible. Hein, et peut-être que Terminator aussi, il est peut-être possible, hein, je ne sais pas. Mais pour le moment, si tu veux, partir à fond sur l'une ou sur l'autre, ça relève carrément de l'acte de foi, en réalité. C'est probablement pas l'objet c'est probablement pas réaliste de se poser ces questions-là sous cet angle-là à ce stade. C'est pas inintéressant évidemment de se poser des questions. Il y a peut-être des choses qui nous rappellent à quel point il faut rester dans des temporalités plus proches de nous et une forme de pragmatisme. Et il est peut-être urgent d'attendre, mais évidemment tout cela est aussi dicté par les lois des investissements et de la vie de ces boîtes tech qui tournent aussi autour de beaucoup de financement et de levée de fonds. Je pense que ça doit expliquer aussi une bonne part des visions qui sont partagées comme ça. Allez regarder, le lien est dans les notes de l'épisode, le papier. C'est vrai que c'est long à lire, hein. On peut pas mentir. Le papier de Dario Amodei, c'est pas le truc le plus facile d'accès, mais bon, ça mérite le détour et ça mérite d'aller y jeter un petit coup d'œil. En attendant, Guillaume, peut-être sans même aller aussi loin que ça, on continue à s'interroger sur, une fois de plus, les capacités de raisonnement des LLM, pris en exemple les raisonnements mathématiques dans le cadre d'une étude pour essayer de savoir un petit peu plus qu'est-ce qu'ils comprennent et qu'est-ce qu'ils font un peu par automatisme. Je le dis à ma manière, mais tu vas me corriger et me compléter. Ouais, c'est à peu près ça, oui, parce que là, on rêve, hein, mais pour le moment, les génies qui habitent dans le data center, ils sont pas encore prêts pour le brevet des collèges. C'est ça le problème, tu vois. Et on cite ici, à l'appui, il y a quand même une étude d'Apple, à laquelle a participé Sami Bengio, d'ailleurs, qui est le frère de Joshua Bengio, un des prix Turing cités tout à l'heure. Alors, à peu près tous les chatbots... Hein ? La boucle est bouclée. Tu vois, la boucle est bouclée, exactement. Alors après, à peu près tous les chatbots que tu trouves actuellement, là, voilà, hein, ChatGPT, Claude, Gemini, machin, ils vont dominer de la tête et des épaules métaphoriques les tests de mathématiques élémentaires comme le GSM 8K. Alors, GSM 8K, ça veut juste dire Grade School Math 8000, pardon. Donc 8K 8000, parce que ça veut dire que c'est 8000 questions de maths de cours élémentaires, tout simplement. Alors c'est super, et on en déduit que souvent un peu vite, hein, du coup, que les GPT, les Lama, machin, ils savent faire des maths au moins à un niveau modeste. Mais chez Apple, ils sont pas convaincus. Alors ils ont repris la forme des problèmes du GSM 8K, là, et ils ont déduit des schémas de problèmes dans lesquels ils pouvaient apporter des modifications pour produire à la chaîne des variantes de ces questions. Alors typiquement, on aurait, je sais pas moi, Michel doit appeler sa mamie dans une cabine qui coûte 50 centimes la minute. Il a 12 € en poche, combien de temps il va pouvoir parler à mamie ? Bon. Une variante toute conne, ce serait, Patrick doit appeler sa tata, la cabine elle coûte 30 centimes et puis il a 3 € en poche. Oui, je sais, c'est débile. Et pourtant, les performances des chatbots sur les variantes de ces problèmes sont inférieures à celles sur les problèmes d'origine. Parfois de très peu, comme GPT-4o qui ne perd que 0,3%, et parfois de beaucoup plus, comme GMA2B qui perd 7,4%. La perte est plus sévère quand on change les valeurs, donc les valeurs numériques, que les noms des protagonistes,
Et les modèles les plus petits morflent le plus. Donc le raisonnement n'est pas une capacité si robuste pour les petits modèles. Il faut se méfier, c'est quand même déjà dommage. Mais c'est pas fini. Imaginez que je rajoute à la question de tout à l'heure, l'information suivante. Michel doit appeler sa mamie qui a 74 ans. La cabine coûte pareil, et puis voilà, il a autant de fric, combien de temps il doit lui parler? Ça change quoi que la mamie elle ait 74 ans? Nous, on sait bien en tant qu'humain fait en viande que ça change rien. Ça change strictement que dalle, évidemment. Mais les chercheurs ils montrent que si on change le nombre de clauses, c'est-à-dire le nombre d'informations comme ça dans les questions, ça va perturber potentiellement beaucoup les chatbots. Certains se plantent jusqu'à 65% de plus quand on leur ajoute une clause en trop, qui ne change rien donc au problème. Mais c'est les cas de Phi 3 par exemple, qui pourtant sont entraînés, les Phi 3 sont entraînés plutôt, c'est les modèles de Microsoft. Ils sont plutôt bons en logique en général, en tout cas c'est ce qu'on pensait, ils sont entraînés pour ça. Et GPT-4o, quand même, lui-même, perd 32% de performance avec cette clause en plus. Et même O1 perd des performances. O1 Preview, donc ce fameux gros cerveau alors qui réfléchit. Alors qu'il est censé être plus profond dans son analyse par étapes, etc. Ouais. Donc là, le gros cerveau qui réfléchit chez OpenAI, là, il est 17,5% moins bon, juste avec cette modification triviale du problème. Donc c'est pas brillant du tout. Si même O1, avec tout le calcul qu'on lui alloue, n'est pas foutu de différencier les infos pertinentes de celles qui servent à rien dans un problème de CM2, on est quand même très loin du prix Nobel, tu vois. C'est pas gagné, c'est pas comme ça qu'on va avoir des infos pour savoir comment lutter contre le réchauffement climatique, du coup. Ben voilà, c'est un petit peu pour ça que c'est quand même un petit peu chaud de tout parier là-dessus. Bon, écoute. Et pourtant, on nie pas les progrès qu'il y a et on les relaie dans Tech Café. Vous savez à quel point on est bluffé de voir les avancées. Mais encore une fois, il faut aussi regarder les choses telles qu'elles sont et non pas toujours, en tout cas pas systématiquement, les mettre sous le prisme de ce qu'elles pourraient devenir, surtout quand ça concerne des avenirs pour l'humanité tel qu'on l'a cité. Prudence. Un petit mot d'illustration aussi des dérives avec une institution qu'on se pensait être un peu protégée de difficultés, c'est Wikipédia qui commence à être sacrément infecté, Guillaume. En tout cas, qui tend à risquer d'être de plus en plus infecté. Apparemment, le slop se répand sur Wikipédia, et d'ailleurs, c'est vraiment un truc que je comprends pas. Il y a des gens qui passent du temps à écrire de faux articles sur Wikipédia sur des forteresses ottomanes du XVe siècle qui n'ont jamais existé. Qui sabotent des pages sur d'obscures espèces de scarabées. Ouais, pourquoi faire ça? Est-ce que c'est du trolling pur et simple? Je pense qu'il y a plein de raisons, j'ai réfléchi après, ne serait-ce que de gagner en autorité pour les comptes qui tentent les modifications, en s'imaginant évidemment qu'elles passent et qu'ils ne soient pas flagués. Tu vois, tu peux gagner en autorité et après, le jour où tu veux faire une désinformation plus discrète et avec plus d'enjeux sur le plan politique, sécurité, sur tes enjeux industriels, ça doit t'aider. Tu vois, par exemple, si tu vois que tu as tout un historique, ça, c'est une motivation. C'est peut-être un test, effectivement, pour voir à quel point on peut noyauter Wikipédia. Ou il y a une espèce de notion de DDoS de l'info de Wikipédia, c'est-à-dire tu satures de changements en espérant qu'il y ait des trucs qui passent aussi et que ça... Bon, j'en sais rien. Si, non, mais c'est vrai, c'est possible. Mais c'est quand même super inquiétant. C'est bizarre. Parce que Wikipédia, c'est un bien commun qui n'est pas parfait, mais qui est extrêmement utile dans le monde entier pour tout le monde. Son financement n'est jamais assuré d'une année sur l'autre, d'ailleurs, quand même. Les communications passifs-agressives qu'on reçoit de temps en temps de la part de la fondation l'illustrent. Complètement. Et sa communauté de volontaires est pas si immense. Et si elle doit en plus passer sa vie à détecter et nettoyer du slop, qui peut être produit en quantité industrielle en 2 clics, c'est grave. Il n'y a pas besoin d'attendre Terminator pour foutre le bordel. C'est déjà là. En plus, moi, le premier, je me fie souvent à Wikipédia. Sans trop chercher, quoi. Enfin, je veux dire, souvent, je vais sur Wikipédia et à un moment donné, tu vois, il faut bien avoir une référence, quoi. Et souvent, c'est vrai que Wikipédia, quand je vais chercher une date ou quelques infos sur des trucs, je vais pas trop chercher plus loin, quoi. Et heureusement, parce que t'imagines, sinon, le temps que ça prendrait de... c'est super inquiétant, quoi. Ouais, et c'est probablement là encore une fois une autre raison pour laquelle il y a autant de motivation à aller balancer de la cochonnerie générée par IA sur Wikipédia, c'est qu'encore une fois, tu te méfies de moins en moins si jamais c'est une date, quoi. Tu te dis pourquoi est-ce qu'on irait me donner une date qui est fausse si la date est indiquée avec une année un peu précise, pourquoi est-ce que c'est faux? En fait, il pourrait y avoir plein de modifications et de plus en plus que ce soit difficile de les détecter. Moi, j'imagine que ça va aussi ralentir la vitesse de modification et d'actualisation de Wikipédia. C'est clairement, à mon avis, le truc qui va impacter plus vite puisque les modérateurs vont être plus enclins à surveiller ce qui se passe encore plus qu'avant. C'était déjà vachement surveillé, mais ça va être encore surveillé encore plus, je pense.
Et puis on termine, Guillaume, cette petite rubrique avec des faux ouragans, c'est ça? Encore des fake news, Non, Guillaume, pas c'est du tout, ça? pas des faux oreilles. Non, non, mais bon, autres emmerdements très actuels avec les IA, effectivement, c'est l'Infox, hein, dont les lignes d'ailleurs se brouillent de plus en plus finalement. L'Infox, ça devient bon. Et alors là, on l'a vu justement avec le cyclone Hélène, qui a eu des conséquences désastreuses, et qui n'est pas une fake news, hein. Hélène, c'est un vrai cyclone, et qui, comme toujours dans ces cas-là, justement, est instrumentalisé pour taper sur le camp politique en place. Alors que ça soit pour dénoncer une incompétence qui peut tout à fait être réelle d'ailleurs au passage, voilà, ce qui peut se comprendre, ou qu'il se soit pour appuyer des thèses complotistes aussi perchées que débiles, ou pour, bon bah voilà, aussi taxer d'incompétence, mais bon, de manière pas forcément justifiée. Il y a toujours forcément sur les réseaux sociaux, on voit passer beaucoup de trafic, beaucoup de posts qui ont été illustrés parfois par des fausses images générées par IA. Et franchement, ça se voit, mais le pire, c'est que apparemment, c'est plus grave. C'est plus un problème. Oui, Une image j'adore ta particulièrement réaction. emblématique est celle d'une petite fille en pleurs qui serre contre elle un Avec chiot. un petit chiot. Voilà, oui. dans un canot Oh. de sauvetage sous la pluie battante. Alors, l'image n'est même pas vraiment photoréaliste, elle est beaucoup trop lisse. Le chien a un aspect presque Elle est très cartoon. mid-journée-fiesque. Oui, enfin, tu vois les bras de la gamine, on dirait qu'ils sont en plastique, quoi. C'est très bizarre. Mais bon, ça n'empêche pas d'avoir été reposté d'avoir été reposté plein de fois, et ça m'a été relié par une Trumpiste convaincue, hein, dont le cœur a saigné à la vue de cette gamine, qui n'existe pas, hein, quand même, je rappelle. Et on lui a fait remarquer que cette gamine n'existe pas et que c'est génératif. Bah tu sais quoi, elle a répondu qu'elle s'en fout. Parce que cette image représentait toutes les souffrances réelles des victimes de l'ouragan, voilà. Donc on se fait une image de ce qui se passe, et puis après, ça représente la réalité. Cette image, elle représente la réalité. Pas besoin de voir la vraie réalité, hein, puisque voilà, il suffit d'avoir une représentation de la réalité artificielle, ça suffit. On pourrait avoir des photos de migrants qui se font une 4 kebab, puis c'est bon, hein, puisque Trump il a dit à la télé que voilà, c'était arrivé. Donc on peut diffuser le 4 kebab partout, voilà, ça représente tous les chatons, de toute façon, qui ont été mangés avec de la mayonnaise ces derniers mois, hein, pauvre bête. Ça doit pas être mauvais d'ailleurs, méfie-toi Guillaume. Heureusement, Parle pas de malheur, j'y il avais y pas a pensé. quand même une bonne nouvelle parallèlement à tous ces phénomènes consternants. Il y a quand même une étude de l'Université de New York qui s'intéressait à la réaction des gens quand ils voyaient une pub politique qui utilisait de l'IA. Et la bonne nouvelle, c'est que ceux qui en utilisaient étaient perçus comme moins fiables. Ils avaient une image moins positive. Même quand l'IA était juste utilisée à des fins d'illustration, mais pas vraiment de tromperie ou pas vraiment pour attaquer directement quelqu'un, l'impact sur l'image du candidat est négatif, quel que soit le bord politique. Et donc, quand un candidat en attaque un autre avec une image générée par IA, celui qui attaque est le moins bien considéré par le public. Il y a une sorte de retour de flamme, finalement, qui s'opère. Les pubs ouvertement trompeuses sont encore plus mauvaises pour l'image du candidat. Comme quoi, malgré ce qu'on voit semaine après semaine, tout n'est peut-être pas perdu. Heureusement, les électeurs ont encore un peu de sens critique. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une mesure de ça dans le temps et de voir comment ça évolue, parce que je suis à peu près convaincu qu'on part d'une situation où aujourd'hui, il y a beaucoup de méfiance et de défiance. Je suis sûr qu'avec le temps, le rapport va s'inverser d'année en année. Bon, on verra comment ça évolue, mais en tout cas, aujourd'hui, effectivement, il y a un rapport plutôt négatif au contenu généré par IA, même si c'est à des fins illustratives. Quelque part, on va se rassurer là-dessus. Merci Guillaume pour cette couverture de l'intelligence artificielle dopée au prix Nobel. Et puis on se doit quand même de parler de l'autre sujet phare de l'actualité des nouvelles technologies de ces derniers jours. Je pense que vous nous en auriez voulu si on n'en avait pas à parler, mais c'était la conférence d'Elon Musk, We Robot, autour des robots en général, hein, à commencer par... en passant des bipèdes jusqu'aux gros vannes, en passant par les robots-taxis. Il y en a pour tous les goûts, hein, Guillaume. Et ouais, cette semaine, on avait des Nobel et des robots avec des Stetson, comme quoi. Franchement, cet événement était bizarre, un petit peu. Finalement, parce qu'il était vraiment très vague, en réalité. Il y avait tellement peu d'infos qu'on en repart avec beaucoup plus de questions que quand on arrive, quoi. Elon y a présenté son taxi robot, une sorte de mini-bus aussi qui peut transporter une vingtaine de personnes, hein, voilà, tout ça électrique, autonome, très stylé. Enfin, on aime ou on n'aime pas, mais enfin bon, c'est très stylé. Il y a l'esthétique qui est pour lui, voilà. L'esthétique. C'est vrai que les intentions esthétiques sont là. Et, en tout cas, il y a une démarche esthétique, hein, voilà. On aime ou on Voilà. n'aime pas, ok. Et par là-dessus, il y a des vidéos d'Optimus aussi, hein, des vidéos d'Optimus qui font plein de trucs, qui participent même à la fiesta qu'il y a eu après la conf en tant que barman ou pour le fun, juste, hein, danse, tout ça. C'était très joyeux, très futuriste, et c'était fait dans des studios de cinéma, lieu particulièrement bien choisi pour ce qui était surtout finalement un show. Parce qu'on commence par le Robocab, le robot-taxi, hein, qui est une voiture à 2 places avec des portes qui s'ouvrent vers l'eau, la papillon, hein, je crois qu'on dit. Ça se recharge par induction, c'est une sorte de mini Cybertruck dans son esthétique. Elle est totalement autonome, il n'y a ni pédale ni volant dedans. Compromis il y a 10 ans, j'exagère à peine,
vous pourrez acheter ce robot taxi et le laisser faire le Uber pour vous. Il va travailler pour vous, voilà. Le système qui l'équipe sera disponible d'ailleurs d'abord pour les Tesla Model Y et Model 3 en 2026. Et elles aussi d'ailleurs, pourront travailler pour vous quand vous les utilisez pas. Le taxi coûtera moins de 30 000 $. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait du robot taxi. Et je pense que pas un seul de ces promesses ne sera tenu, parce que je vois pas 2026 sans déconner. Dans 1 an et demi, avec tous les problèmes de réglementation, tout ça, 30 000 $. Ok, souvenez-vous du prix initial du Cybertruck quand il avait été annoncé il y a 5 ans. Bon, moi je Dans dis la ça... présentation, il dit pas 2025 Ouais. ou au pire 2026. Il dit avant 2027, je crois. Ah oui, voilà. C'est C'est pour ça que j'ai dit 2026, parce que bon, voilà, donc avant 2027, quoi. Ok, bon, bref, passons. Bien sûr, avec son collègue le Robovan, alors il y avait son collègue, donc il y avait le Robotaxi, puis il y avait le Robovan, hein, qui est donc la version minibus. On aura une révolution du transport avec tout ça. Hein, voilà, à un moment, il montre une animation d'un centre urbain qui se verdit comme ça, avec plein d'arbres qui poussent partout, jusque... Parce qu'on a enlevé les j'ai parkings. pas compris le tu vois. rapport. Ben, Moi, on n'a plus besoin de parking, c'est ça le truc, Ouais. juste parce que on pourra voyons. simplement appeler un véhicule qui vous prend à un point A et qui vous dépose tout Je seul pense à un que point c'est B. Et ben d'ailleurs, à ce l'image la plus propos... fallacieuse qu'il y avait dans toute la conférence, je Ah trouve, mais attends, quelque part. mais moi j'ai une bonne nouvelle pour Elon Musk. Parce que cet idéal du transport urbain où on vous prend un point, on vous dépose un point B, ça existe. Je l'ai rencontré, ça s'appelle un bus. Voilà, Autobus vulgaris de son nom latin. C'est une trouvaille technologique effarante et disruptive que nous avons d'ailleurs dans ma propre ville déjà la chance d'utiliser régulièrement. Hein. Ben, c'est fou. Alors, sans rigoler, Musk semble avoir toujours détesté les transports en commun et le voir sortir un van qui est un minibus, hein, c'est quand même une vraie surprise pour le coup. Encore une fois, on a très très peu d'infos d'ailleurs là-dessus. Bon, bref. Ouais. Avant même la conférence, Kyle Vogt, voilà, donc c'est un ex de chez Cruise, listait pas moins de 15 questions basiques, dont aucune n'a reçu de réponse pendant la conférence. Des questions basiques pour quiconque vous souhaiterait mettre en place un service de robotaxi. La voiture n'a ni volant ni pédale. Comment on la bouge quand il y a un souci? Il n'y a même pas de truc pour ouvrir les portes de l'extérieur. Je sais pas comment tu fais. Il n'y a plus pas de nœud courant, je sais pas comment tu fais. C'est une brique. Le truc, c'est une brique. Comment on prend le contrôle quand elle est bloquée, hein? Voilà. Est-ce qu'il y a un truc à distance? Comment, s'il y a des mesures d'urgence à prendre, je sais pas, t'es dedans, la voiture elle fait pas ce qu'il faut, il n'y a pas de volant, comment tu fais? Tu vois, on sait pas. Comment on la déverrouille, comment on monitore les problèmes, comment on fait en cas de malaise d'un passager? Voilà, il y a un passager, voilà, qu'est-ce qui se passe? Qui s'occupe de la maintenance, du nettoyage des capteurs? Comment gérer les avaries, les capteurs en panne, ce genre de choses? Qui va nettoyer toutes les poubelles et toutes les merdes, hein, que les clients ne manqueront pas de foutre dedans, parce que c'est la vraie vie, quoi. Comment est-ce qu'elle gère la météo, d'ailleurs, hein? Comment elle pourra rouler par tous les temps? Oui, non? Comment ça se passe si le temps se dégrade de manière brutale? Est-ce qu'elle rentre? Est-ce qu'elle rentre pas? Bon, on sait pas. Comment les taxis sont connectés au réseau? Ça s'est connecté, c'est connecté comment? Si la connexion marche plus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe par Starlink? Aucune idée. Qui est responsable en cas d'accident? En cas de mort? Qui est responsable si un piéton se fait écraser? Qu'est-ce qui se passe? On sait pas. La réglementation, on s'en fout, c'est pour les cons. La voiture, elle est sans volant. C'est pas autorisé, la voiture elle est sans volant, mais c'est pas autorisé, ça. Il va falloir valider ça, je veux dire, dans chaque pays, dans chaque État. Bon, ok. Enfin, un truc particulier à Tesla, et tu fais bien d'en parler, hein, le bobo taxi, il se charge par induction. Mais pourquoi déjà? What the fuck? Enfin, si, la raison, elle est assez claire. Il n'y a pas d'humain pour brancher un câble. Exactement, il n'y a pas besoin d'humain pour brancher un câble. Tout est automatisé, d'ailleurs, ils ont aussi montré des espèces de petits robots comme ça qui passaient, des espèces de petits robots bizarres qui allaient à l'intérieur pour nettoyer les habitacles et tout. Bon, je sais pas si ça peut enlever des canettes de coca et des bouteilles du de vomi bière, parisien. Et du vomi, mais je suis pas complètement sûr que ça gère bien le vomi. Mais enfin bon. Désolé les Parisiens, excusez-moi. C'est parce que j'ai en tête les autolibres, je les ai connus moi, mesdames et messieurs. Donc voilà, mais surtout, bon, au-delà de ça, effectivement, la charge par induction, c'est une idée bizarre, parce que quand même, Tesla a un réseau de recharge qui est déjà très étendu, qui lui a coûté des milliards, et ses propres taxis ne chargent pas dessus. Alors là, plus, sans compter qu'au passage, la recharge par induction, c'est moins efficace que le bon vieux câble, hein, ça perd de l'énergie, et c'est plus long, et parce que c'est plus difficile d'envoyer par induction que par un câble de grosse puissance. Donc c'est pas très pratique, en réalité, pour une bagnole d'IA, c'est pas super pratique pour un téléphone, et il est utilisé pour une bagnole et un taxi. Bon, ouais, plus terre à terre, je peux acheter un robot taxi. Je le charge comment, du coup? Parce qu'il n'a pas, et c'était confirmé, hein, il n'y a pas de prise, il n'y a pas de backup, tu ne peux le charger que par induction. Donc ça veut dire qu'il faut que j'installe chez moi une énorme borne à induction, toute câblée et tout. Ça va me coûter 20 000 balles de plus que le taxi, quoi. Ça va me coûter le prix du taxi, en gros. Bon, pour finir vraiment, cette fois, on ne sait rien techniquement du logiciel du taxi.
En quoi est-ce qu'il est meilleur que ce qui est dispo? Quelle limitation il y aura? Est-ce que c'est du mode 5? Enfin, c'est du niveau 5? Est-ce que c'est du niveau 4? Est-ce que c'est géofencé? Est-ce que c'est dans certaines zones? Est-ce que c'est pas dans certaines zones? Quelles conditions météo? Ça sera disponible sur les modèles 3 et modèle Y. Donc apparemment, ça n'utilise pas de capteurs supplémentaires. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas directement des modèles 3? Pourquoi est-ce qu'il a sorti une nouvelle voiture? Je ne comprends pas, mais bon, pas grave. Parce que voilà, ce qui est promis quand même, c'est du niveau 5. Quoi. Enfin, je veux dire, dedans, il montre des gens qui dorment, qui dessinent, qui jouent. Il n'y a pas de volant. Donc on nous promet, le pilote automatique ultime. Un truc que même Waymo, après 15 ans de recherche de prototypes, n'ose pas évoquer. Donc je sais pas, c'est quand même désolé. Je suis désolé, c'est peut-être. Alors que bon, en réalité, ça peut être. Peut-être qu'ils ont des trucs super, hein, je sais pas. Mais là, c'est quand même difficile de pas être dubitatif, quoi. On attendrait au moins quelques réponses à quelques-unes de ces questions un petit peu basiques. Et ce qui est étonnant, c'est de se dire, ok, je vais présenter ça avec un événement de cette trempe-là, et je vais pas aborder ces questions-là. Et bon, bah écoutez, on attend de voir. Effectivement, vous comprendrez un petit peu le scepticisme qu'on affiche dans le relais de cette info dans Tech Café. Et je sais pas, peut-être à 100 ans, hein, c'est jouable, un truc comme ça. Peut-être à 100 ans, j'y croirais plus, mais 2026, 2027, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à imaginer que ça puisse être répandu. Et rendez-vous dans Tech Café, parce que je pense qu'on sera évidemment encore là pour faire le point sur le suivi de cette annonce. Et donc oui, il faut qu'on parle des bipèdes aussi, Guillaume, quand même. Oui, tout aussi flashy et pas plus informatif, hein, c'était la partie sur Optimus. Le robot était là en vidéo, on le voyait d'ailleurs faire diverses menus-tâches du quotidien. Attention, vous allez rire, vous allez voir. Il va chercher les colis, il arrose les fleurs, il nettoie un plan de travail, il sert à boire, il peut même être ton ami. Alors faut reconnaître que les Optimus sont quand même plutôt agiles. Ils marchent bien, leurs mains semblent vraiment polyvalentes, et ils agissent relativement vite. En tant que robot humanoïde, qui bouge, quoi, voilà, en tant que Muppet, quoi, ils sont pas du tout ridicules en termes matériels, c'est vrai. Après, pour le logiciel, c'est beaucoup plus flou, quand même, ce qu'il sait faire. Alors, on dit, vous pourrez l'acheter, il coûtera peu ou prou le prix d'une voiture, et Elon le décrit comme le produit le plus important jamais vendu, puisqu'il serait à terme capable de faire tout ce qu'un humain peut faire. Hein. Donc, voilà, vous pouvez lui demander ce que vous voulez, quoi. Ce qui est sans précédent, si vous avez jamais eu de domestique ou d'esclave, qui est une pratique pourtant assez courante, hein, donc je suis désolé pour vous si c'est pas le cas. Cela dit, qu'est-ce qu'aujourd'hui il sait faire ou pas l'Optimus? C'est vraiment pas clair. Et c'est aussi flouté par la teuf qu'il y a eu après la conférence. Oh putain, la teuf est le sujet. En fait, ce qui est assez fou, c'est que cette fête relève autant d'informations et d'ailleurs de questions que l'annonce elle-même. C'est assez intéressant. Ouais, parce que pendant la teuf, il y avait beaucoup de gens, et puis il y avait aussi beaucoup d'Optimus qui se baladaient, qui faisaient des cons avec les gens. Et le public était invité à interagir avec plein de robots qui étaient là pour faire le service, qui étaient là pour faire le show surtout, quoi. Tu te dis, s'ils sont là pour faire le show et qu'ils peuvent faire le service, c'est quand même une preuve de l'aboutissement de son projet, quand même. C'est de la force de conviction, Guillaume. Bien sûr. Le problème, c'est qu'il y en a qui parlaient des Optimus. Tu pouvais discuter avec eux, il y avait des gestuels naturels, et voilà, qui suivaient leurs propos, sauf que bon, rapidement, on a eu des doutes, parce que, ok, on sait que GPT-4o, il parle de manière naturelle, tout ça, mais là, c'était chaque fois des voix un petit peu différentes, il y avait vraiment aucun lag, les gestuels étaient vraiment naturels. Bon, Marques Brownlee a tweeté un jeu de charade avec un Optimus, et bon, comme il écrit, soit c'est le plus fabuleux chatbot du monde entier, soit c'est un Muppet. Il y a eu plein de relais de ce type-là. Le secret a été éventé assez rapidement. Ce sont des Muppets. Les robots étaient télémanipulés par des opérateurs qui parlaient à travers les machines. C'est pas étonnant du tout. En voyant les vidéos, les trucs sont c'est trop beau pour être vrai, quoi. Voilà. Et Musk n'a jamais dit explicitement que les robots étaient totalement autonomes et qu'on discuterait de vive voix avec des IA Tesla. En fait, les robots, encore une fois, hein, ils sont pas du tout ridicules. Tu vois, au niveau de la motricité, ils sont très bien, ils bougent très bien, c'est impressionnant. Par contre, ils sont pas exceptionnels non plus dans le monde de la robotique. On a relevé à plusieurs reprises dans ta café Guillaume des robots qui sont au moins aussi bluffants. Ils sont quand même très ok, bien. Ça va. Ils sont quand même d'un très bon niveau. Mais le problème, c'est le logiciel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire tout seuls et qu'est-ce qu'ils sont pas capables de faire tout seuls. Et là, ils sont capables de danser de manière synchronisée sur un truc programmé à l'avance. Oui, ça, derrière des vitres. Mais évidemment, c'est programmé à l'avance derrière des vitres. Bon, super. Tu vois, mais est-ce qu'ils seraient capables de servir à boire s'il n'y avait pas un mec dedans qui télémanipulait les... la réponse est non. La réponse est non. Ça a l'air d'être non, quoi, tu vois. Et ça, il y a quand même pas mal de gens qui s'intéressent pas forcément plus que ça au sujet, qui pourraient avoir une impression vraiment très très déformée et beaucoup trop positive des Optimus, tu vois. Et je trouve pas que ce soit une manière de faire très honnête, honnêtement. Hein. Mais est-ce que c'est pas au contraire très honnête et est-ce que c'est pas comme ça qu'il veut commercialiser son truc? Est-ce que finalement,
Il veut pas te vendre un robot que tu peux utiliser alors à des heures contractuelles et que il embauche des personnes dans des pays genre, j'en sais Mais rien, oui, mais aux qu'est-ce que Philippines je suis bête. et à Mais bien sûr, distance mais t'as raison. avec la connexion, eh ben t'as un Oui. esclave déporté. Donc tu vois, Domesticité mais voilà. 2.0. Mais c'est Mais c'est pas beau magnifique. ça. C'est une espèce d'uberisation de l'esclavage direct à ton domicile. Exactement. Oh, les télé-esclaves. Ben voilà, Ben écoute, on a hein, compris. ça On se a vend. tout compris. Tu vends l'abonnement avec. Si tu payes plus l'abonnement, le robot il fait plus rien. C'est pas Ben mal non, ça. ben Bon. c'est exactement. Mais c'est parfait Alors, ça. J'y avais même pas écoute, pensé. on a dévoilé le plan secret d'Elon Musk. Derrière tout ça, évidemment, je vous entends, il y a une partie d'entre vous, je vous entends là. Vous êtes en train de dire, de toute façon, on le sait, dans Tech Café, tout ce que fait Elon Musk, vous détestez par principe, vous n'êtes pas objectif. Eh bien, essayons d'être un peu objectifs et quand même regardons ce qu'a réussi à faire comme exploit SpaceX avec les fusées Starship, parce que là, pour le coup, c'est remarquable. Alors bon, loin de nous l'idée de dire que Elon Musk est sans doute moins impliqué directement dans les annonces et dans les prouesses de SpaceX, mais on va mettre ça de côté parce que quand même, il y a de la prouesse technologique à souligner sur ce sujet, Guillaume. Oui, parce que le gros lanceur, le super lourd, la Starship, a volé une 5e fois le 13 octobre. Et il s'est payé le luxe d'une première historique, hein, la récupération du lanceur en plein vol. C'est bluffant. Alors le décollage s'est très bien passé, parfaitement. Le vaisseau était dans l'espace, il est re-rentré sans souci dans l'atmosphère terrestre, il s'est abîmé dans le Pacifique tout en douceur. Bon, il a explosé juste après, et pour être honnête, j'ai pas regardé exactement pourquoi, si c'était complètement volontaire ou pas, je sais pas. Mais le premier étage, le booster, lui, il a carrément fait un sans faute, c'est-à-dire qu'il il a propulsé son chargement jusqu'où il fallait, puis après il est redescendu bien sagement, en contrôlant parfaitement sa trajectoire, jusqu'au pas de tir où il a été lancé et il a été récupéré en vol par la tour. La manœuvre est super impressionnante, hein, de précision et de délicatesse. Hein. C'est incroyable. La fusée, ce qui est une fusée mouse, enfin, c'est une fusée énorme, hein, elle va se loger dans un espace qui doit être large comme ton salon, quoi. Peut-être un peu plus. Il y a deux espèces de grosses baguettes qui viennent le pincer comme ça pour le maintenir en place. C'est vraiment super impressionnant, images, hein. Une prouesse technique qui ouvre la voie donc à une réutilisabilité encore plus rapide et moins chère du booster. Parce que c'est beaucoup plus pratique, hein, que d'aller le chercher sur une barge en mer quand même. On n'est pas au stade où on refait le plein et c'est bon. Hein. Bon, faudra probablement faire des petites vérifications d'ici là, mais c'est quand même Surtout qu'il y a un petit incendie quand même, hein, en bas de la fusée au passage à la fin. Oui, c'est un petit détail. Mais non, mais sans déconner, c'est pas, voilà quoi. C'est remarquable. C'est maîtrisé quoi. Globalement, c'est maîtrisé et voilà, il y aura un avant et un après Starship. Parce que ça va encore réduire le prix au kilo dans l'espace et significativement, tout comme la possibilité d'envoyer des trucs plus gros et de lancer encore plus souvent. Sans côté qu'aucun pays n'a les capacités de SpaceX. C'est de très très loin. SpaceX est très très loin devant tout le reste du monde au niveau spatial. Hein. Ça va être très dur de suivre. Hein. C'est en train de mettre une sacrée claque à la concurrence. Et d'ailleurs, je me pose toujours la question quand on parle de ce sujet-là, Guillaume, d'Ariane, quoi. Enfin, voilà, je pense que c'est des industries qui mériteraient d'être sacrément soutenues. Il n'y a probablement pas les moyens de rivaliser, mais quand tu vois les progrès de ce type-là, on se rend probablement pas tout à fait compte à quel point ça va ringardiser la concurrence, quoi. C'est déjà le cas probablement. Ça clôt cette rubrique robotique. Et puis, on va quand même vous parler un petit peu des réseaux sociaux. Et oui, forcément, on est dans une vraie continuité avec un conducteur qui a été ficelé aux petits oignons malgré le Covid qui a occupé ces derniers jours pour Guillaume Poggiastala. Parce qu'il a aussi relevé, toujours dans la famille Musk, les actualités autour de X qui donc, on l'avait un petit peu dit, hein, mais revient au Brésil, Guillaume. Il est revenu après avoir accepté de faire ce qu'on lui demande, hein, c'est-à-dire de payer les amendes 5 millions quand même, 5 millions de dollars, mais bon. Il est pleinement revenu, et c'est vrai que ça manquait. Puisqu'on parle de X, on va mentionner d'ailleurs une étude aux conclusions pas très glorieuses, et qui concerne la manière dont X va gérer les demandes de retirer du porno non consensuel. Parce que voilà, X accepte le contenu adulte, il y a plein de pornos sur X, comme sur Reddit d'ailleurs. Alors rien de particulièrement problématique à ça, sauf que certains en profitent pour poster du revenge porn. Ou plus généralement du porno non consensuel. Bon, alors évidemment, tu peux le signaler. Et puis normalement, X le retire le plus vite possible. Il y a deux manières de signaler le contenu globalement, parce que soit il est non consensuel et voilà, tu le vires parce que c'est toi par exemple, tu veux que ce soit viré, soit parce que ça viole un copyright. Parce qu'en gros, c'est du contenu payant et que il est sous licence et qu'il est distribué illégalement, voilà, comme un morceau de musique. C'est des requêtes qui rentrent dans le cadre du Digital Millennium Copyright Act, donc qui est une loi, tout simplement. Donc X, dans un cas, est motivé par une loi pour retirer le contenu, et de l'autre côté, il est motivé par l'éthique et sa propre bonne volonté de venir en aide aux victimes.
Il y a une étude de l'Université du Michigan qui a mesuré les efficacités respectives de ces deux voies de recours, et la conclusion est simple. Il y en a une qui marche à tous les coups, et l'autre jamais. Vous devinez laquelle marche à tous les coups? Moi, je me pose la question, Guillaume. Bah, c'est le DMCA, bien sûr, hein, voilà. Comment ils le savent, comment ils ont fait? Et la méthode, elle est quand même assez moderne, hein, puisqu'ils ont créé leur propre porno génératif, avec Intéressant. 50 images postées un petit peu partout, avec des tags explicites, et puis après, ils ont fait 25 requêtes en DMCA, et 25 en revenge porn classique, hein, voilà, parce que c'est du porno non consensuel, hein, attention pour les particuliers. Ils ont attendu 3 semaines, toutes les images flaguées en DMCA ont été virées dans les 25 heures. Aucune image flaguée comme revenge porn par des victimes n'ont été retirées, et même aucune réponse de X n'a été reçue, quoi. Donc en gros, sans la loi aux fesses, ben on se bouge pas trop l'arrière-train. Une étude à méditer, hein, aussi pour sa méthodologie assez osée, dans tous les sens du terme. Rassurez-vous, ils ont vérifié avec des outils que les images générées ne ressemblent à personne qui existe, histoire de pas foutre dans la merde des vraies femmes. Dans la mesure du possible, c'est Voilà, pas mal, ouais. dans la mesure du possible. Bon, après, est-ce que c'est parfait? Voilà. En tout cas, bon, on espère que, voilà, que c'est vraiment le cas. Après, évidemment, les images ont de toute façon été virées après les 3 semaines de test, bien entendu, tu vois. Donc c'est étonnant comme histoire à tous les niveaux. On continue pendant qu'on parle d'images sulfureuses avec l'accès au porno, parce que c'est un sujet qu'on suit depuis des années dans le podcast et de manière générale. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce que vous savez que ça... Là, on parlait tout à l'heure des valeurs qui sont mises à l'épreuve du pragmatisme et de la réalité. Là, on est typiquement dedans. L'accès au porno, c'est un truc sur lequel on peut tous collectivement, je pense, tomber d'accord sur le fait que ce serait bien que ça tombe pas trop vite entre les mains notamment de jeunes enfants. Mais les solutions et les mises en œuvre sont toujours hyper compliquées et à chaque fois imparfaites. Il y a du nouveau, du coup, plus près de chez nous, Guillaume, sur ce sujet. Oui, 2 mots sur la France, hein, à propos de porno, qui va adopter la méthode de la carte bleue pour vérifier l'âge d'un utilisateur sur un site pour adultes. Alors, les sites X doivent implémenter ça dans les 3 mois. La carte devra être vérifiée par un tiers, donc ils ne peuvent pas la vérifier eux-mêmes. Le tiers devra faire un paiement nul dessus pour ne pas simplement vérifier la cohérence des chiffres, quoi. Faut vraiment vérifier que c'est une vraie carte et qu'il existe à vraiment Donc, quelqu'un. ça veut dire que ça va autoriser tous les enfants à partir de 12 ans qui ont accès à une carte bancaire. Alors, oui, le système devra utiliser 3D Secure, effectivement, et on peut se demander, effectivement, si tu as une carte bleue mais que tu n'es pas majeur, comment ça se passe? Bon, je ne sais pas. Ça Ça marche, fait je pense, partie, malheureusement. probablement ça doit marcher, hein, et donc c'est une des nombreuses failles de cette méthode. L'Arcom reconnaît que c'est pas une panacée, mais il considère que c'est un moyen simple et un premier rempart pour que les mineurs soient moins exposés au porno. On verra ce que ça donne en pratique. Perso, bon, moi j'ai déjà dit plusieurs fois, je vais pas m'étaler sur le sujet encore une fois, je suis plutôt contre les mesures de vérification de l'âge sur Internet, hein. Je trouve que ça pose beaucoup plus de problèmes que ça n'apporte de solutions, et je suis partisan des mesures côté client, personnellement, mais bon. Voilà, qui existe depuis assez longtemps, mais qui requiert un boulot, évidemment, des gens qui utilisent ses propres clients. Voilà, alors il y a des années que ce sujet est sur la table, hein, cela dit. Je suis pas forcément sûr que cette fois soit plus la bonne que bien d'autres, mais bon, peut-être, on va savoir, c'est une Au longue moins, on histoire. aura peut-être du recul pour mesurer à quel point ça a favorisé enfin, ça a limité plutôt les accès auprès des mineurs. Et donc, enfin, bon, voilà, on pourra l'analyser au moins. On termine avec un petit mot sur TikTok, Guillaume, qui décidément est pas dans tes bonnes grâces, hein, j'ai l'impression. Oui, enfin, pas les bonnes grâces de NPR non plus, hein, puisque c'est lui, hein, c'est NPR qui relaye des informations qui ont fuité lors d'un procès c'est des informations sur un procès qui a été ou qui va être intenté, je ne sais pas exactement le timing, par 14 procureurs généraux, donc de 14 États différents américains, à la suite d'une enquête de 2 ans, donc ils vont attaquer TikTok. Les procureurs, ils l'attaquent parce qu'ils l'accusent d'avoir, en pleine conscience, conçu son algorithme pour être le plus addictif possible, tout en dissimulant les risques et ses véritables intentions au public, alors qu'il était parfaitement au courant de tout. Les divers dossiers du procès sont censés être confidentiels, mais certains ont fuité et ont permis donc à la presse d'en savoir plus sur ce que savait TikTok, en gros, de l'effet qu'il avait chez ses propres utilisateurs et de ce qu'il en pensait. Et sans trop de surprise, étant donné que tout le monde le sait, hein, TikTok lui-même a conscience d'être addictif, et il l'a quantifié. C'est ça qui est intéressant aussi. Il a déterminé lui-même que 260 vidéos suffisent à accrocher quelqu'un, à le rendre probablement addictif à la plateforme, je cite. Et 260 vidéos, vu que certaines font moins de 10 secondes, ça va très vite. En moyenne, c'est 35 minutes. Et donc en 35 minutes, c'est plié. Tout ça alors qu'en parallèle, TikTok corrélait lui-même un usage compulsif avec divers soucis mentaux. Anxiété, perte d'aptitude au raisonnement analytique, mais aussi à la formation de souvenirs contextuels, à la profondeur de la discussion et de l'expression, à l'empathie.
Bon, si je résume, ça rend teubé, quoi. TikTok savait donc qu'il rend teubé les gens qui l'utilisent trop, et il fait tout ce qu'il peut pour que les gens l'utilisent trop. Voilà, c'est un petit peu le truc. Alors évidemment, on se souvient qu'il a aussi mis en place une sorte de limiteur, enfin pas forcément un limiteur, mais une fonction qui rappelle de faire un break toutes les X minutes, hein. C'est 60 minutes par défaut. C'est pas efficace, et on lit que pour TikTok, c'est un moyen d'avoir une couverture médiatique positive. Là aussi, c'est écrit dans ses propres dossiers. Ils ont fait des tests, et de toute façon, ça change pratiquement pas les usages. On lit que les mesures d'hygiène numérique, donc, hein, sont un bon moyen de se faire bien voir des autorités, et pour encore plus augmenter, mais ça, voilà, en gros, le but, c'est vraiment d'augmenter encore plus la rétention et le nombre d'utilisateurs, tout en ayant parfaitement conscience que c'est des mesures qui ne sont pas efficaces en vrai. Donc déjà, c'est pas brillant, mais c'est pas fini. TikTok en a rien à foutre de vous filer des complexes. Quand il a vu qu'il y avait trop de gens moches dans les recommandations, dans le flux des recommandations, là, ben, il a modifié l'algorithme pour promouvoir que des gens beaux. Je sais pas d'ailleurs comment ils ont fait ça, hein, je sais pas, peut-être. Bon, après, tu peux entraîner une IA pour filtrer que les meufs qui ressemblent à des vendeuses de maquillage, hein, et que les mecs qui ressemblent à Thibaut InShape, hein, ça c'est pas très très compliqué. Hein. Mais donc peut-être qu'ils ont fait ça, je sais pas, mais apparemment ils ont modifié l'algorithme pour t'afficher des gens qui étaient stéréotypés, quoi. En gros, des meufs et des mecs stéréotypés. Et pour couronner le tout sur l'image de soi, il y a le filtre IA. Tu sais, ce fameux filtre IA qui fait de toi un mannequin, là. C'est un filtre dont on avait déjà parlé, hein, et qui en réalité te rend moche. Ça, c'est parce que qui que tu sois, quand tu le désactives, tu te trouves moche. Donc en fait, c'est un filtre qui te rend beau, c'est un filtre qui te rend moche. C'est vraiment ça. Et cet effet, TikTok ne l'ignore absolument pas, puisque des employés ont évoqué des messages d'avertissement et des campagnes de sensibilisation, voilà, pour essayer. Donc c'est comme, vous savez que voilà, ça peut avoir des effets un petit peu délétères, que c'est un petit peu too much, mais avertissements et campagnes qui n'ont jamais vu le jour, bien entendu. Pour finir, TikTok est aussi une bulle de filtre. Hein. Il y a un employé qui note qu'il faut 20 minutes à l'algorithme pour t'isoler dans une bulle. Une bulle qui peut être totalement délétère, parce qu'il y a beaucoup de contenus très très négatifs, hein, suicidaires, automutilation, dépression, troubles de l'alimentation, etc. TikTok en interne admet que la modération sur les contenus problématiques est très imparfaite. Et quand il donne les chiffres, tu te dis que ah ouais, c'est imparfait, ouais. Puisque les chiffres, c'est 35% des contenus normalisant la pédophilie passent à travers les mailles du filet, 33% celles des contenus illégaux sur mineurs, des contacts illégaux sur mineurs, quoi, avec des mineurs, 39% des problèmes, enfin des posts problématiques qui traitent d'abus physiques, 50% de ceux qui glorifient le harcèlement sexuel et 100% de ceux qui fétichisent les mineurs. C'est à se demander comment on peut être aussi mauvais, quelque part. Hein. Donc, quand un utilisateur de moins de 13 ans, normalement, tu n'es pas autorisé sur la plateforme, mais bon, ils savent très bien qu'il y a plein d'utilisateurs de moins de 13 ans et ils s'en foutent. Voilà. Bon, déjà qu'ils ne sont pas arrivés à repérer un véritable commerce de striptease fait par des gamines de 15 ans, qui a été quand même un gros scandale sur TikTok, faut le dire. Ouais, c'est quand même du lourd, quoi. Hein. TikTok se voit lui-même, hein, ça aussi, c'est écrit dans une course en avant pour gagner l'attention. Et il a déjà celle de 95% des moins de 17 ans. Et quand on lit ce genre de truc, on se dit que ça pose un certain problème. Ouais, c'est un sujet de société à au moins regarder et à surveiller et à analyser et à continuer à étudier. On s'en charge pour vous dans Tech Café. On enchaîne et on termine, Guillaume, avec une rubrique jeux vidéo. Il faut qu'on parle attention, le tout nouvel appareil de Nintendo qui va peut-être arriver dans vos chaumières. De quoi s'agit-il, Guillaume? La Switch 2? Nintendo, il est jamais à court d'idées pour nous étonner. Hein. Il nous pompait du pognon quand même, hein, parce que voilà, cette fois, il arrive avec un réveil, parce que pourquoi pas? Parce qu'un réveil qui vous hurler les musiques de Zelda ou Mario à 6h du mat, ça vaut bien 100 balles, faut pas déconner. Bon. Alors, il fait pas que ça. Enfin, si, il fait que ça, il fait que réveil. Mais voilà, il n'y a pas de mini-jeu que dalle, hein, il fait que réveil. Mais il est aussi capable de détecter si vous êtes encore en PLS dans votre lit ou si vous êtes levé, et il s'arrête si c'est le cas. C'est mignon, c'est carrément inutile, et ça réserve en plus l'appareil à ceux qui dorment seuls, puisqu'il est complètement confus quand il y a 2 personnes dans le lit. Ce qui a fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux, mais bon. C'est vrai que toutes les vidéos montrent des personnes célibataires. Hein. Oui, faut reconnaître que Nintendo vise sans aucun doute en priorité les enfants qui dorment seuls. Enfin, en tout cas, on l'espère vivement. Bon. Désolé, tous ces trucs de pédophilie, ça me perturbe. Perso, je le trouve moche et complètement gadget, et sa sortie m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, comme dirait un amateur d'art premier célèbre, n'est-ce pas? C'est très cher. Je pense que c'est le nœud du sujet, c'est 99,99 €, c'est 100 balles. Je crois que d'ailleurs, comble du cynisme, les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent le précommander
de manière privilégiée, ce qui donne un côté un petit peu... ça en dit long sur la vision qu'a Nintendo de ses propres produits. Bah, quelque part, on peut pas leur reprocher d'être fiers de leurs produits. Je suis moins critique que toi sur l'aspect réveil. En fait, on utilise beaucoup le smartphone comme réveil et on sait que c'est beaucoup quelque chose qui peut perturber le sommeil, justement. Si quelque part, une société comme Nintendo arrive, attention, je me fais un peu l'avocat du diable, Guillaume, tu l'as compris, mais arrive à convaincre des utilisateurs aujourd'hui de smartphones d'avoir plutôt que justement leur téléphone un réveil un peu plus classique, bien qu'ayant un écran à gérer leur sommeil. Ah, écoute, moi je dis pas Mais mal, oui, mais bien il sûr. est sexy, il est beau. Bah attends, Nintendo non? chevalier bilan qui va sauver le réveil Bah, en danger comme ça. Oh là là. écoute, laisse-moi les défendre un peu. Laissez-moi rêver. Voilà, mais bon, oui, bon, de toute façon, c'est beaucoup trop cher. Ce truc aurait coûté 40 balles, c'est-à-dire déjà peut-être au moins 4 fois le prix de ce qu'il leur coûte à produire. Ça aurait été tout aussi intéressant et beaucoup plus valorisant. Bref, on continue à parler de jeux vidéo avec Steam, la plateforme, Guillaume. Oui, alors deux actions législatives qui ont d'ores et déjà des répercussions tangibles dans le monde du jeu vidéo, la AB 2426 de Californie dont on a déjà parlé, et qui oblige les magasins en ligne à mentionner clairement que vous n'achetez qu'une licence de jeu quand c'est le cas, Oui. et ben Steam vient de modifier sa présentation pour l'écrire explicitement quand vous achetez un jeu chez lui, c'est écrit « Un achat d'un produit digital vous octroie une licence du produit sur Steam ». Voilà, maintenant c'est clair, enfin j'espère, voilà, vous n'êtes propriétaire de que dalle, donc c'est marqué, c'est explicite. Deuxième décision de justice qui a une répercussion encore plus tangible, peut-être, c'est le procès perdu par Google qui l'oblige du Mhm. coup à ouvrir son App Store aux autres magasins et à accepter les apps qui facturent elles-mêmes les clients sans passer par son Bah propre tiens. système de paiement. Et bien entendu, son propre système de paiement comporte des commissions. C'est pour ça que peut-être voilà, beaucoup de gens ne le faisaient pas avant. Et le Mhm. résultat concret de tout ça, c'est que Microsoft saute sur l'occasion de transformer son application Xbox en magasin de jeux vidéo dans lequel vous pourrez acheter des jeux directement sur votre mobile en les payant directement à Microsoft. Et avec xCloud, vous pourrez même y jouer immédiatement à terme, comme ça, en cloud gaming. En tout cas pour certains titres. Alors Sarah Bond a annoncé ça sur X, elle donne très peu de détails, donc on reviendra dessus si besoin, mais on constate déjà qu'une sorte de verrou comme ça auquel on s'était habitué vient de sauter. Ça évolue, la guerre commerciale continue là-dessus, et on peut enchaîner avec un regard un peu critique d'une plateforme dont on avait déjà parlé et qui est connue d'une partie d'entre vous, mais peut-être pas la plus connue, c'est Roblox, Guillaume. Oui, Roblox vient de se faire descendre en flammes par le Hindenburg, ce qui est quand même paradoxal quand on connaît l'histoire du Hindenburg. Alors le Hindenburg ici, c'est pas le ballon, c'est le fonds d'investissement qui s'appelle le Hindenburg Research ou un truc comme ça. Et c'est un fonds d'investissement qu'on peut voir de deux manières. On peut les voir soit comme des Robins des Bois de la finance qui font tomber les masques et qui révèlent les tromperies des boîtes pour le bien de leurs investisseurs, soit pour des gros vautours qui parient sur la baisse d'une action et qui ensuite attaquent médiatiquement la boîte pour que ça se réalise. Parce que Hindenburg fait du shorting, c'est-à-dire qu'elle parie qu'une action va baisser et conjointement elle fait des études et publie des rapports sur des boîtes qu'elle juge surévaluées. Et cette fois c'est Roblox qui y passe. Roblox qui n'avait pas une réputation incroyable déjà, faut le dire, une plateforme pleine de jeux plus ou moins intéressants, faite par des armées de jeunes qui sont payés quelques cacahuètes, et qui attire encore plus jeunes, qui parfois entrent en contact avec des gens qui sont pas jeunes et qui sont très chelous. Les doutes concernent... Alors, disons, les doutes qui concernent les commissions et la sécurité, voilà, enfin le volume, tu sais, parce que Roblox il prend une commission monstrueuse sur les Robux. Et donc voilà, la sécurité des jeunes, c'est des trucs qui circulent depuis 2021, on a des études régulièrement là-dessus, c'est pas forcément d'hier. Le rapport du Hindenburg revient là-dessus de manière quand même spectaculaire, puisqu'il le qualifie d'enfer pédophile, je cite. Preuve à l'appui, ils ont créé, enfin leur preuve en tout cas qui sur laquelle ils insistent, c'est qu'ils ont créé un faux profil de jeunes de moins de 13 ans, et ils ont pu accéder via une simple recherche à des dizaines d'espaces orientés adultes, dont certains avec des milliers de membres qui sollicitent, des centaines de milliers même, qui sollicitent ouvertement des services sexuels. Et c'est pas tout, mais bon, je vais vous passer les détails. Je vais vous passer les détails de jeux qui s'appellent Escape to Epstein Island, par exemple, ou Beat Up the Pregnant. Bon. Pire encore que tout ça, peut-être, Roblox mentirait à ses investisseurs sur les chiffres de fréquentation et d'engagement. Le nombre d'utilisateurs serait gonflé de 25 à 42% et le temps passé sur la plateforme aurait carrément doublé magiquement. Donc il y aurait même deux livres de compte, un public et puis voilà, un privé, avec les vrais chiffres. Alors, par exemple, on peut citer voilà, c'est une autre news juteuse, puisque le jeu Blox Fruit
ce qui est le deuxième jeu le plus joué de Roblox, il serait dominé par du trafic artificiel venant du Vietnam. Donc si on compte en fait pas ce trafic artificiel et pas les bots qui jouent pour gonfler artificiellement la popularité d'un jeu et donc ses revenus en Robux, ben on passerait de 2,4 heures par jour en moyenne passées sur Roblox à 22 minutes. Alors Roblox dément tout ça vivement avec une lettre qui est pas très longue pour le coup et qui est pas non plus incroyablement convaincante. Bon voilà, je vous laisse la lire si vous voulez vraiment des détails sur le sujet. C'est la Roblox Corporation, c'est ça, Corporation, Ouais. qui est derrière. A priori, ce qui est marrant, c'est que j'aurais pu penser que l'action s'écoulerait plus que ça. Elle est pas dans une pente ascendante, mais elle est pas non plus effondrée. Elle est par exemple à proportion moins effondrée que l'action Tesla suite à la présentation de la Ouais, c'est vrai soirée qu'elle a Wii perdu Robot, tu vois. 9% suite Ouais. à Wii Robot. Elle a pris cher quand On même. n'est pas Elle a les pris seuls à cher. être un peu dubitatif. Effectivement, et ça dure. Voilà, si c'est des baisses comme ça en creux et qui remontent très vite après, à la limite, bon, mais là, ça a l'air de stagner un petit peu. Bon, ça fait que quelques jours, on verra. On termine avec un petit mot sur le piratage de jeux vidéo, Guillaume. Oui, à quel point le piratage fait mal aux studios de jeux vidéo, parce que le piratage, évidemment, c'est extrêmement courant, il y a énormément de monde qui le fait. On a entendu tout et son contraire au sujet de cette question. Oui, ça nous concerne pratiquement tous, plus voilà, même très occasionnellement ou à divers âges de notre vie. Voilà, c'est une question que je me pose depuis longtemps, à quel point un jeu piraté est une vente ratée, un manque à gagner sec. C'est intéressant. Parce que c'est pas systématique. On sait bien que c'est pas systématiquement le cas. Il y a énormément de jeux piratés que les gens n'auraient pas achetés sinon. Par manque de moyens, ou bien parce qu'ils voulaient faire un test pour voir, ou bien juste parce qu'ils s'emmerdent, ils voulaient jouer à un jeu, ils ont téléchargé peut-être même truc, que le piratage. je sais pas. Ouais, peut-être même que le piratage les a encouragés in fine à acheter le jeu parce qu'ils avaient des limitations, des bugs, etc. Donc c'est très flou. T'as des piratages démos, quoi, des piratages qui servent de démo, et puis après t'as les gens qui achètent pour diverses autres raisons, pour avoir l'expérience complète, pour pouvoir se connecter en multijoueur, etc. Ça bug plus. Ça bug moins, plus, etc. Mais bon, effectivement, il y a aussi des jeux piratés qui sont des manques à gagner, ça c'est sûr qu'il y en a aussi. Hein. Comment faire la différence entre les deux? C'est ça la difficulté. Il y a un moyen de le voir grâce au DRM. Il y a une étude qui a pris 86 jeux protégés par des nouveaux, qui ont été publiés sur Steam entre 2014 et 2022, et parmi eux, il y en a qui ont été craqués très vite, il y en a d'autres qui ont été craqués moins vite, et puis il y en a qui ont été jamais craqués du tout. Donc on peut voir quand certains jeux ont commencé à être piratés et l'impact que ça a eu sur les ventes par rapport à des jeux qui n'ont pas été piratés parce qu'il n'y a pas de crack dispo à un instant T, quoi. Et donc la réponse, elle va dépendre du temps. Si un crack est dispo dans la première semaine de sortie, le manque à gagner peut atteindre dans les 20%. Puis l'écart se réduit pour atteindre seulement 5% après 6 semaines et pratiquement rien après 12 semaines. Donc le timing est crucial. Donc si on parle de l'impact du piratage. Le gros des ventes d'un jeu se font dans les premières semaines, donc il faut protéger impérativement la fenêtre de lancement. Et d'ailleurs, des nouveaux en est tout à fait conscient, et c'est même l'objectif prioritaire, c'est de ne pas être craqué trop vite. Sauf exception, 4 mois après le début de l'exploitation, le piratage aurait par contre qu'un impact marginal sur les ventes, et en fait, même si les studios retiraient le DRM après cette période, ça changerait rien, pratiquement à leur revenu. Alors évidemment, c'est une seule étude, hein, voilà, il en faudrait d'autres, puis il y a aussi des jeux qui sont des long sellers, par exemple, hein, qui finissent par se vendre même sur le tard, ça peut arriver aussi. Mais c'est une étude qui a le mérite de montrer clairement quand même que la rhétorique, voire la croyance vraiment simpliste, hein, qu'ont volontiers les éditeurs, faut quand même le dire, un jeu piraté égale 100% de manque à gagner, c'est quelque chose qui est largement exagéré et que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais, alors après, ce qui est intéressant, c'est cette temporalité qui suit la sortie du jeu. Et là, quand on regarde ça, en ayant à l'esprit le fait que des jeux peuvent avoir leaké avant même leur sortie, hein, je regarde du coin de l'œil un Zelda par exemple, j'imagine le mal que ça a pu faire pour Nintendo à ce moment-là. C'est pour ça, mais tu sais que ça c'est vraiment une des raisons pour lesquelles ils ont à ce point attaqué et qui est pilonné comme ça, par un tapis de bombe les émulateurs, c'est à cause de ça. C'est parce que régulièrement sur les sites de piratage, tu trouves des jeux Switch qui marchent très bien sur PC, ils marchent parfois même mieux que sur Switch, et qu'effectivement, Zelda a été attaqué. Et si Zelda est attaqué comme ça, Day One, là, pour le coup, ça fait vraiment du mal. Bien sûr. Ils savent très bien tout ça, ils savent très bien. Hein. Ils ont très bien mesuré l'impact que ça avait sur le revenu. Guillaume, peut-être pour ultimement conclure, à quoi tu joues en ce moment? Ah t'as peut-être pas eu le temps de beaucoup jouer. D'accord, depuis la semaine dernière. Là, je suis devant Renala, et elle me pète le cul dans sa deuxième phase, comme d'habitude. Mais donc, j'ai pas avancé énormément, mais ouais, j'avance, je suis toujours dessus. Très bien. Moi, ces derniers temps, je pas pour diverses raisons. Patience. T'avances bien, par contre, c'est bien. Bientôt terminé. Moi, le DLC, j'ai l'impression que j'ai roulé sur le jeu.
Il y a des dragons que je fais en un essai, c'est presque déceptif. Oh, mais comme il se la raconte. Mais c'est parce qu'au bout d'un moment, vraiment, je pense que tu as des stats qui sont complètement surdimensionnées dans le DLC et que le jeu est honnêtement très facile. Comment ? T'es au niveau 200 ou... Non, j'ai moins du niveau 200. Je sais plus combien exactement, mais moins du niveau 200. Et pourtant, enfin, vraiment, je t'assure que c'est facile, quoi. Mais vraiment, le DLC, je comprends pas à quel point il a pu être décrié comme étant difficile parce que je trouve extrêmement facile. Et vraiment, c'est pas moi qui suis talentueux ou c'est pas mes stats qui sont incroyablement optimisés, hein, vraiment pas. Donc, bon. Ayez courage si jamais vous en avez chié pour Elden Ring et que vous dites non, le DLC, j'en ai trop chié. Peut-être faites-vous plaisir parce que c'est encore plus de l'exploration et du plaisir, je trouve. Merci Guillaume pour la préparation de cet épisode. Merci beaucoup à vous qui nous avez écoutés. Je compte sur vous. Si jamais vous avez été sensible à mon appel et que vous n'avez pas invité, si vous n'avez pas répondu présent au fait de ne pas faire de la procrastination en introduction de cet épisode, peut-être que c'est le bon moment. Là, ne repoussez pas à plus tard ce que vous pouvez faire tout de suite. Lancez un navigateur, vous allez sur patreon.com/techcafé. Je vais refondre cette page, il va y avoir de l'actualité sur la manière dont sont présentées les choses, c'est, je le concède, un petit peu désuet, on va faire un peu plus que du ripollinage sur cette page Patreon, mais n'attendez pas d'avoir ces infos, vous serez informé tout autant si vous êtes abonné dès à présent, patreon.com/techcafé. En attendant, Guillaume, peut-être qu'on peut inviter nos auditeurs à nous retrouver à titre individuel. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, toi ? Moi, je pense que je vais faire mon autocritique et repasser le film de ma vie devant mes yeux, tu vois, et évaluer combien de gens j'ai blessés en piratant leur jeu parce que j'ai été jeune aussi. Essaye de te rappeler quand est-ce que tu les as piratés. Si tu les as piratés après 4 mois après leur sortie, tu vois. Je peux déduire de tous ces jeux ceux que j'ai achetés et auxquels je n'ai pas joué. Parce que moi, et sans doute vous aussi, vous avez fait aussi pas mal d'anti-piratage. Parce que le piratage, c'est quand vous jouez à un jeu que vous n'avez pas acheté. L'anti-piratage, c'est quand vous achetez un jeu auquel vous ne jouez pas. Et pour diverses raisons, j'ai beaucoup de jeux auxquels j'ai fait beaucoup de jeux auxquels je ne joue pas en réalité. Et pour des raisons de collection, pour des raisons de pas assez de temps, en réalité, j'ai aussi beaucoup d'anti-piratage. Je pense que ma collection de jeux Vita sauvera mon âme, voilà, j'en suis convaincu. T'as tellement raison. Et dites-nous dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux ou sur Discord, à peu près, j'en sais rien, le pourcentage de jeux que vous détenez et auxquels vous n'avez jamais joué, mais même pas lancé, même pas parfois sur Steam, vous l'avez dans votre bibliothèque, mais elle n'est même pas installée. Faites le point, prenez 2 minutes, prenez le temps d'y regarder et faites-nous vos retours. On vous fera peut-être une compile de vos retours sur le prochain épisode. Pour ma part, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, mais bien entendu, la semaine prochaine, dans un prochain épisode de Tech Café, l'épisode supplément sera sans Guillaume Inside, puisque c'est l'équipe de Tech Café Domotique qui vient hacker le flux du podcast et qui viendra vous parler de domotique et notamment des infos relatives à l'IFA en matière de domotique. Donc si jamais vous aimez la domotique, évidemment, plus que jamais, abonnez-vous à Tech Café pour écouter le prochain épisode. Et puis si jamais vous êtes allergique à la domotique, abonnez-vous aussi à Tech Café, comme ça vous aurez aussi le prochain épisode la semaine prochaine. Rendez-vous dans quelques jours, donc merci pour votre fidélité. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.